Bonjour à tous. C'est un coup de théâtre dans la riposte gouvernementale contre la pandémie du Covid-19. Le ministre des Sports exige le démantèlement des centres agréés Covid installés au stade Mbappé-Lépé à Douala, le stade de Ngoekele à Yaoundé et le Middle Farm Stadium à Limbé. Dans une correspondance adressée à son collègue ministre de la Santé publique, il affirme que ce démantèlement est une haute instruction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en invoquant les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football prévu en janvier 2021 et la CAN prévue en 2022. Le gouvernement suscite un tollé de réactions. Selon le député SDF Jean-Michel Nitieux, les infrastructures médicales qui seront démantelées sur ces trois stades font partie des projets financés à hauteur de 4 milliards 768 297 195 francs CFA pour le président régional du SDF pour le littoral. Ces milliards partis en fumée sont la conséquence de l'impréparation et de la mauvaise programmation des dépenses. Y a-t-il une absence de vision managériale dans la riposte sanitaire? Comment expliquer le démantèlement de ces infrastructures en pleine crise sanitaire? Ces questions de bonne gouvernance se posent également dans le cadre de la gestion de la crise anglophone. Lutter contre la recrudescence des violences meurtrières, le ministre de l'administration territoriale demande aux gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest de veiller à ce que les usagers sollicitent une autorisation préalable d'un sous-préfet avant tout achat de machettes et de fer à béton. Pour la Tanganyika annonce également le retour des chefs traditionnels dans leur palais 3 ans après avoir déserté la chefferie épicentre de la crise anglophone. Une démarche inscrite dans la volonté gouvernementale d'organiser les élections régionales. Pourtant, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest s'aggrave. Selon le cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux, seul le retour des militaires dans les casernes et la fin de la lutte armée chez les séparatistes pourrait aboutir à un cessez-le-feu. Le Cameroun va-t-il organiser de nouvelles élections dans un contexte de guerre? Les mesures de restriction dans la vente des armes blanches et produits de quincaillerie peuvent-elles être des solutions viables aux problèmes de fond posés dans le chaudron de la crise anglophone? La prière et exhortation du cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux de la conférence générale anglophone peuvent-elles toucher le cœur des partis engagés dans ce conflit armé? Au Cameroun et en Afrique, les risques élevés d'une instabilité politique peuvent provoquer un printemps des peuples déterminés à renverser les dirigeants accusés de malgouvernance. L'exemple du coup d'État survenu au Mali est une illustration. Au-delà des négociations entre la junte militaire et la mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, quelles leçons faut-il tirer de la situation politique des États africains francophones? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature du droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Marlise Doualabel. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé honorable, honorable Marlise Doualabel. Je ne suis plus députée, mais j'ai droit à ce titre de civilité. Merci. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes, vous l'avez dit, ancienne députée RDPC et communicante du parti au pouvoir. Et en face de vous, il s'appelle Christian Massoma. Il représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur le plateau de droit de réponse. Christian, bonjour. Bonjour, M. Noufélé. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Je sais qu'ils sont très nombreux à travers le pays et au sein de la diaspora à nous suivre en ce moment. Je leur souhaite un agréable dimanche et j'espère que nous allons mener les débats dans un sens de justice, d'équité et pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Autre panéliste sur le plateau de droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Céline Noufélé, je salue tous les copanélistes ici présents, en particulier honorable Marlise Doualabel. Merci. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce jour particulier, pour ce jour de grâce, parce qu'il m'accorde une année de plus. Wow. Et je renouvelle mes amitiés, mon affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission.
Et tous nos voeux de santé, de succès et de prospérité à vous, Edmond Kamgia. Sur le plateau de droit de réponse, le 4e invité, il est militant de l'Union des populations du Cameroun, Serge Sora. Bonjour Serge. Bonjour et merci de m'avoir fait cet honneur. Un salut particulier à mes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, je pense, sont à l'écoute et vont une fois de plus écouter mon appel au calme et à une révolution plutôt intellectuelle. Je remercie aussi le parti au pouvoir et l'exécutif du parti État de nous avoir envoyé pour cette fois-ci quelqu'un qui répondra à son nom, ces questions, Madame Douala Marlise Bell. Avec vous, Serge Sora, j'aimerais d'entrée de jeu évoquer cette question concernant le démantèlement des centres agréés Covid qui ont été aménagés dans certains stades du Cameroun. Il y a cette correspondance du ministre des Sports adressée au ministre de la Santé publique. Il dit répercuter les hautes instructions du secrétaire d'État, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, demandant le démantèlement de ces centres dans le cadre des préparatifs du CHAN et de la CAN prévue en 2021 et 2022. Comment expliquez-vous une telle décision alors que l'on sait qu'il y a quelques mois, ces stades avaient été retenus et aménagés sans qu'il y ait une réaction des autres autorités en charge du sport au Cameroun? Fondamentalement, il ne faut pas qu'on s'intéresse au voile sous haute instruction, mais à la cause première, qui est celle d'un mimétisme béat. Et un proverbe africain dit qu'on ne se met pas à fuir l'éléphant simplement à son écho de pas. En réalité, où est le fond du problème? C'est notre incapacité à sortir de l'esprit de Berlin, qui voudrait que dès qu'il y a une agitation qui vient des maîtres, tout le monde se plie. La décision de démantèlement révèle deux choses. Premièrement, qu'on avait fait fi de toute l'expertise en ressources humaines qu'on pourrait avoir au Cameroun pour prendre une position objective sur la COVID-19. Et je regardais souvent avec beaucoup de désarroi et de rire les appels sur certains plateaux qui demandaient qu'on impose des mesures telles qu'on les voyait ailleurs, alors que ça ne s'expliquait pas. C'était ce qu'un artiste célèbre africain a appelé l'épistémicide. Ce mimétisme qui consiste pour nos gouvernants, parce qu'ils sont devenus de simples suiveurs de ce qu'ils ont mis en place, une fois qu'on a décrété une chose ailleurs, sans même avoir la volonté, comme le disait Descartes, d'essayer de repasser ça au crible de sa propre raison critique, et afin de prendre des décisions objectives. Combien de malades ont été hospitalisés dans ces centres? Est-ce qu'on pourrait, j'espère qu'on pourrait nous le dire ici, parce que si le parti État a envoyé quelqu'un, j'espère qu'il l'a envoyé avec tous les éléments nécessaires. Pour ma part, déjà c'était une mauvaise décision, mais je sais qu'elle a été prise pour deux raisons. Lesquelles? Le gouvernement camerounais néocolonial est assis sur la gestion par l'embuscade et la corruption. Donc c'était un moyen de recevoir, parce qu'au niveau international, vous savez, il y avait une grosse cagnotte. Il fallait bien que le Cameroun reçoive sa part. Et après, on a vu comment ça a été géré. Si je vous prends un cas par exemple, les masques, vous savez à combien ils les ont facturés? Tout ça, c'était une vaste opération pour permettre au régime d'avoir les éléments de corruption qu'il utilise pour continuer à servir le peuple. Maintenant, la décision est prise. Et il faudrait donc qu'on évalue, premièrement. Deuxième chose, cette décision de démantèlement. Il y a bien et bien au Cameroun un comité qui est en train de préparer le CHAN. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter que c'est sur haute instruction de tel? Ça veut donc dire, comme on le dit très souvent, qu'au Cameroun, le gouvernement se retrouve à la présidence de la République et que les autres gouvernants ne sont que les faire valoir. Il aurait mieux fait de dire que c'est sur instruction du chef de l'État, tout simplement, parce que le ministre secrétaire général n'est que le porte-voix de Monsieur le Président de la République. Et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, puisqu'on me donne l'occasion, et je ne sais souvent de le dire, que le destin du Cameroun, pour qu'il ne sombre pas dans la burundisation ou la rwandisation, est entre les mains de M. Paul Biya. Et il faut qu'il profite, son âge le lui donne, et sa position actuelle lui donne les moyens de sortir par la grande porte pour nous éviter le spectre que nous voyons ailleurs dans certains pays. On va en parler dans cette émission. Edmond Kamgia,
le SDF réagit à travers le député Jean-Michel Mithieu. Il parle d'une conséquence d'impréparation et de mauvaise programmation des dépenses. Parce qu'il faut l'indiquer, les différentes infrastructures sanitaires construites dans ces différents stades font partie des projets financés à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Et en l'espace de quelques mois, l'on demande le démantèlement de ces infrastructures. Pourtant, le Cameroun est encore en pleine crise sanitaire. Comment expliquer une telle gestion, Edmond? Une telle gestion pose beaucoup de problèmes. Outre la réaction du SDF qui parle d'impréparation, de mauvaise programmation de dépenses, il faut ajouter en amont la question des concertations et de cohésion gouvernementale qui ont le plus manqué dans l'orchestration de ces dépenses-là. Parce que si, au niveau gouvernemental, dans la coordination de l'action gouvernementale, on avait pu associer à la mise sur pied de ces sites le ministre chargé des Sports et de l'Éducation physique, je ne pense pas que les choses seraient terminées ou auraient abouti à ceux auxquels on assiste aujourd'hui. Parce que cela donne l'impression que le ministre chargé des Sports et de l'Éducation physique n'a pas été associé de quelque façon que ce soit au programme de lutte contre le Covid-19. Et cela nous amène à nous interroger sur la capacité du régime en place à répondre de manière efficace aux problèmes, aux défis auxquels il est confronté. Et dans le cas d'espèce, il y en a deux. La lutte contre la propagation du coronavirus qui continue et dont on attend encore un véritable bilan au-delà des chiffres et du message récent du ministre de la Santé publique. Il y a la question de la programmation des activités sportives et notamment à l'international. Quand on sait qu'il y aura bientôt le CHAN, il y aura peut-être, je dis bien peut-être en 2021, la Coupe d'Afrique des Nations. Je crains que cela glisse encore, mais cela dépend de deux choses. La qualité de la préparation, la qualité de la programmation et le contexte dans lequel tout se fait. Et je voudrais chuter en disant tout simplement que cela met sur la table la question de la gouvernance, encore une fois de plus. Pour l'édition de la CAN, elle a été reportée en 2022 selon la CAF, mais le CHAN, lui, se tient en janvier 2021. Et à quelques mois de cette compétition, Christian Massoma, le ministre des Sports dit qu'il faut démanteler les infrastructures. Et dans sa correspondance, il craint que ce démantèlement puisse impacter sur ces infrastructures sportives qui doivent abriter les compétitions africaines attendues au Cameroun. Comment réagissez-vous suite à cette attitude du gouvernement qui à la fois sollicite des infrastructures sportives pour construire des infrastructures sanitaires et ensuite les démantèle alors qu'on est encore en pleine crise sanitaire? Monsieur Nufele, cela traduit tout simplement la cacophonie et l'incongruité de l'action du gouvernement de la République. Parce que personne ne peut imaginer que pendant que nous sommes en pleine pandémie et que tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est une pandémie qui va s'inscrire dans la durée, que le Cameroun soit le premier pays où on procède au démantèlement des infrastructures chargées d'apporter une réponse ou une riposte à la Covid-19. C'est quelque chose de totalement incompréhensible. Comment imaginer qu'on dépense les milliards du contribuable, qu'on fasse appel à la générosité publique pour construire de telles infrastructures, et que quelques mois après, pendant que la crise continue à sévir et que peut-être qu'elle va continuer à s'installer dans la durée, qu'on dise aux Camerounais que patatras, sincèrement, on va considérer que tous ces investissements étaient en perte et profit. Alors, à quoi ça a servi? Je vais rejoindre peut-être la sortie du député du SDF pour dire que tout ça est tributaire de l'impréparation, de l'absence de planification, de l'absence de vision prospective en matière de gestion de crise. Qu'est-ce qu'on va dire aux Camerounais sur les 4 milliards 768 millions qui ont été
qui se sont envolés en fumée. Qu'est-ce qu'on va dire aux Camerounais en pareille circonstance? Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent de manière un peu plus efficiente s'il y avait eu une espèce de cohésion, une espèce de planification et d'organisation au sein de l'équipe gouvernementale en place? Mais nous ne sommes pas surpris parce que c'est ce à quoi le RDPC nous a désormais habitués dans ce pays. Mais pourtant, il y a un coordonnateur de la riposte sanitaire qui est le Premier ministre, chef du gouvernement. Et là, on voit une correspondance du ministre des Sports qui dit répercuter les instructions du ministre d'État, secrétaire général, président de la République, à un autre ministre, sans que le chef du gouvernement, Premier ministre, qui est censé coordonner l'action, ne puisse être impliqué. Comment vous analysez cela? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous assistons à une forme de cacophonie au sein du gouvernement, parce qu'on ne peut pas imaginer effectivement que le Premier ministre qui est chargé de coordonner cette action et de riposte ne soit pas celui, à la limite, qui aurait pu instruire en fonction des impératifs liés à l'organisation du Chan 2021, le démantèlement de ces sites. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, ce démantèlement va produire aussi un certain nombre d'effets, par exemple, la détérioration des infrastructures sportives en elles-mêmes. Ça veut dire que après avoir utilisé 3 000 milliards pour construire les infrastructures et préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui va de glissement en glissement, on continue à jeter l'argent du contribuable camerounais et à faciliter des réseaux qui sont des réseaux certainement de corruption et des réseaux mafieux qui permettront à ce que l'argent se dilapide d'une manière indéterminée. Parce que pour revenir maintenant et réhabiliter ces infrastructures, on va passer de nouvelles commandes. Hein? Et ça sera passé en procédure d'urgence et de gré à gré et l'argent va continuer à circuler. Et nous, on pense sincèrement que c'est de l'entourloupe et qu'on se moque véritablement du peuple camerounais et ce n'est pas acceptable. Moi, je dis que je ne peux pas comprendre que nous envoyons un tel message à nos compatriotes que désormais on peut démanteler les centres Covid et que le coronavirus est passé et que nous continuons à penser que effectivement, sincèrement, ça se passe ailleurs et pas chez nous, alors que jusqu'à maintenant le bilan n'est pas très adieu pour ce qui est de notre pays. Après vos questions, Massouma, Adam Doualabel, vous qui suivez de près l'évolution de la crise sanitaire, êtes-vous d'accord avec ce démantèlement des centres agriers Covid construits au stade Mbappé-Lépé, à Limbé et au stade de Ngoekele à Yaoundé? Monsieur, que ça vous gêne vraiment de vous conformer à mon souhait d'être appelé honorable, alors que je ne triche pas, c'est ce qui se fait. Mais vous insistez. Personne ne vous accuse de tricher. Non, c'est pas de... Je vous en prie. Non, excusez-moi. C'est un titre honorifique qui est donné à ceux qui sont je députés. suis votre invité vous ou êtes quoi? ancienne députée, je l'ai précisé. Je suis votre invité ou pas? Vous êtes mon invité alors, et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Voilà. Alors maintenant, si ça vous fait plaisir, qu'est-ce que ça vous coûte de me faire plaisir? Je vous en prie. Allons droit au but sur le débat qui nous concerne, qui interpelle les Camerounais sur la question de la crise sanitaire. Vous avez la parole. Ça s'appelle de l'autoritarisme. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est un plaisir d'avoir quelqu'un qui est en joie. Merci honorable Marlise Doualabel. Je partage votre joie. Quand nous nous asseyons autour de ces plateaux, nos téléspectateurs savent exactement ce que nous allons dire. Ils savaient ce que M. Massouma allait dire. Ils savaient ce que M. Sow allait dire. Ils savaient ce que M. Kamgia allait dire. Ils ne savent pas ce que moi je vais dire. Parce que quand ils ont entendu ces copanélistes, ils se disent « Oh, qu'est-ce qu'elle va répondre ?» Mais c'est simple. Et ça serait bien, chaque fois qu'un sujet préoccupant a été débattu autour des plateaux de télévision, qu'on revienne sur les débats et qu'on écoute les gens. Parce que j'aurais bien aimé qu'on nous repasse les débats sur l'école avec Covid. Le retour à l'école avec Covid. Ce que j'ai entendu sur les plateaux et ce qui s'est passé après a donné raison à ceux qui voulaient la vie. Ceux qui voulaient que malgré tout, malgré les difficultés, qu'on continue à avancer et à vivre. Écoutez, nous avons des engagements. Certes, ces investissements ont coûté de l'argent. Mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas pourquoi on est allé vers ces investissements. La panique était mondiale. Tout le monde a tremblé. Ce que nous voyions en Italie, en France, en Chine, partout, nous qui n'avions pas les équipements requis suffisamment, nous ne sommes pas suffisamment équipés pour ce type de catastrophe. Si dans ces pays-là, qui sont mieux équipés que nous,
Ils se sont retrouvés dans le stress des malades sur les trottoirs, les malades dans les couloirs, les malades les uns sur les autres, les morts par milliers. Comment ne pouvez-vous pas comprendre que le gouvernement du Cameroun, pour des raisons justement pour être proactif, ne se mette pas dans la situation où ce que l'OMS nous prescrivait allait nous dérouter? Si on n'avait que ces hôpitaux que nous connaissons, insuffisant pour donner une réponse de qualité à ce type de détresse, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors on a décidé de mettre en appui ces centres Centre agréé Covid-19. Oui, chambre agréée Covid-19, il y a un nom qui spécifie encore plus la nécessité de créer centre d'isolement. Voilà, centre d'isolement. Ok, on l'a fait. Heureusement pour nous, de manière endogène, nous avons pu répondre à cette maladie. Contrairement à ce que dit M. Masoma, parce que ce n'est tout de même pas une catastrophe. Ce n'est tout de même pas la catastrophe annoncée. Et pourquoi? Parce que ceux qui ont géré ce processus l'ont géré avec expertise. Pourquoi? Parce que nous avions une réponse endogène qui était la pharmacopée et qui a pris un relais efficace dans la lutte contre cette maladie. Et pourquoi? Et parce que les Camerounais eux-mêmes croyaient en la vie et pas à la mort. Donc si aujourd'hui nous avons pris des rendez-vous fermes, comme le Chan et la Cannes, et que l'horloge tourne, et qu'on se rende compte que par rapport au contrôle que nous avons démontré, cette maladie, aujourd'hui, quand on va en Bapélépé, il y a à peine 10 ou 15 malades. Sur les 80 lits qui ont été mis là-bas, avec des équipements sophistiqués, etc. On pensait qu'on en aurait plus, on n'en a pas plus. Quand on va à Yassa, on a à peine 10 malades. La capacité d'accueil de Yassa, c'est près de 400 lits. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire. Et si maintenant le ministre des Sports estime qu'il faut qu'il démarre la préparation de manière à ce que les équipements soient à jour, eh bien, je pense que les 10 malades ou 15 malades qui sont en Bapélépé et les 10 ou 15 qui sont à Yassa, on pourrait les regrouper à Yassa et commencer à préparer. Maintenant, le débat n'est pas au niveau de ce que Nietzsche dit. L'honorable Nietzsche a juste sa partition. Il a raison de jouer sa partition. Non, le problème de fond ici, c'est la préparation, la planification de ces dépenses qui ont été faites. La planification de ces dépenses. Sur quelle base on a mobiliser ces différents stades. Mais par rapport à la situation qui prévalait à ce moment. Quelques mois seulement, à peine ont-ils été achevés pour certains d'entre eux, que l'on demande déjà le démantèlement par un autre ministre. Mais alors on ne doit pas démanteler, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut parler des choses qui doivent se faire. Ce qui doit se faire, c'est que nous devons être à jour par rapport au rendez-vous pris avec le Chan et la Cannes. C'est ça. Deuxièmement, il faut maintenant réfléchir à comment capitaliser au maximum ces investissements. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que c'est là maintenant le vrai débat. Le reste de débat là pour dire que oui, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment prévu. On a tout prévu. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, la catastrophe n'a pas eu lieu. Et on se rend compte que ces équipements, on peut s'en passer. Surtout celui de Mbapélépé, on pourrait s'en passer pour répondre, pour être à jour de ce rendez-vous du Chan. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire maintenant, et la réflexion qui devrait être la nôtre autour de ce plateau, c'est pas de donner raison à Nietzsche ou à qui que ce soit, c'est de dire maintenant comment faire pour capitaliser au maximum, pour que cet investissement qui a été aussi lourd soit capitalisé ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces équipements? Où est-ce qu'on va les mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument qu'on gagne quelque chose pour avoir été proactif. Et il faut également que le ministre des Sports puisse commencer son chantier. Voilà ce que moi j'ai dit par rapport à ça. Après vous, Serge Soro, est-ce que vous êtes d'accord avec l'honorable Dolabel sur cette question où elle estime que la préoccupation doit être la gestion post-investissement et non s'interroger sur le bilan et les raisons du choix de ces stades? Pourtant, le Cameroun savait bel et bien que les préparatifs devaient s'accélérer d'ici le mois d'août et septembre 2020. Je vais d'abord surprendre peut-être que
Madame Marlise Doualabel en lui disant que moi j'étais contre ces centres parce que cela dénotait d'un refus de réfléchir. Vous l'avez dit. Alors, deuxième chose, moi je ne pense pas qu'il n'y avait pas de vision. Il faut cesser de faire croire aux Camerounais que ceux qui nous gouvernent se trompent. Ils ne se trompent pas, ils savent exactement ce qu'ils font. Pour eux, souvent, leur malheur, c'est que le présent est une éternité. Quand ils posent un acte, ils se disent que personne, ça n'aura pas de conséquences, il n'y aura pas d'évaluation. C'est pour ça que nous avons des campagnes santé pour tous en l'an 2000 et tout ça. Et ça rentre dans le même cadre. Actuellement, il est clair, elle vient de le reconnaître, c'est bien, que c'était un échec sur tous les plans. Les quelques malades là, tout. Et là, voilà. Puisque, écoutez, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas en Europe, en Asie, des pays qui n'ont pas pris ces mesures? Donc vous voulez nous dire que vous avez été incapable de savoir qu'il y avait d'autres solutions que des gens ont prises ailleurs? Non, non, c'était la capacité. Écoutez, en Corée, en Allemagne, vous n'aviez pas encore de malades. Et vous étiez incapable. Il y avait des hôpitaux. La planification pouvait s'asseoir sur 2 ou 3 centres hospitaliers. Puisque ce qu'on a mis là, ce sont des tentes. Et nos hôpitaux ont des cours qui ne servent à rien. Deuxième chose, n'oublions pas, je continue de le dire, qu'il y a des Camerounais qui étaient capables de s'asseoir. On a vu ailleurs, on a créé des comités scientifiques, pas des rassemblements. J'avais dit une fois ici que ce soit des incompétents, soit des oisifs. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous avez la compétence. Je m'excuse. Un ministre est politique. Il a besoin que les gens qui ont la compétence viennent lui expliquer. Malheureusement pour nous, là je le reconnais, y compris certains partis de l'opposition sont venus décrier les actions ici. Parce que personne ne voulait s'asseoir pour réfléchir. Et je vous dis que ce sont les séquelles de la colonisation. Nous refusons souvent de réfléchir. Et nous, à l'UPC, j'étais venu, je crois, sur ce plateau, dire que la Covid n'est pas une panique, c'est une grippe. Tout le monde sait antérieurement que les grippes sont les maladies tropicales. Donc il est même possible, il y avait eu des communiqués là-dessus, que les Africains seraient peut-être immunisés. Personne n'a voulu écouter ces voix-là. On vient nous dire maintenant que notre pharmacopée, comme si on la découvrait à l'occasion. Vous voulez nous faire croire qu'on découvrait que les Africains se sont soignés 5000 ans depuis. Avant, ils ont fait des drépanocytes. Avant ça, vous avez cet esprit du parti État partout en Afrique qui encense souvent les valets. Vous savez, on a un exemple au Cameroun. Il y a un monument qui vraiment mérite souvent le poil en plein centre de Yaoundé, le docteur Eugène Jameau. Voilà un cas patent. Il était certes médecin, mais voilà un cas patent de quelqu'un. Il avait même été arrêté en 1931 pour les dégâts causés sur les populations. Il administrait de l'arsenic aux gens pour les soigner. Il y a eu plus de 1000 cas de victimes qui étaient atteintes de névrose optique. Mais il est héros ici. C'est donc ce genre de conseiller que le RDPC, UNC et autres, ça s'évertue souvent à écouter, au lieu d'écouter des patriotes qui ont la compétence avérée, souvent reconnue à l'international sur ces questions. Je continue de dire que l'approche du RDPC sur la Covid-19 était fausse, mais ce n'était pas une erreur. Quel était leur objectif? Mais vous savez sur quoi on gouverne au Cameroun? Les ojuratistes qui sont au pouvoir en Afrique gouvernent sur 2 principaux éléments: le trafic d'influence et la corruption. Toute occasion pour eux est une occasion de corrompre et de détourner. Alors, la Covid, je vous ai dit, il y avait une grande cagnotte, il y a même une grande cagnotte internationale. Il fallait que le Cameroun ait sa part. Je ne suis pas surpris que si on regarde bien, même les chiffres qu'on nous annonce souvent sont erronés. Soit on les gonfle pour pouvoir avoir accès à. Je vous parie qu'il y a même une chose à faire actuellement, c'est de faire l'audit de la mise en place de ces centres pour avoir le cœur net. Moi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le matériel qu'on va jeter. S'il y a recrudescence de la Covid, on pourrait réquisitionner. L'État a confisqué des bâtiments aux gens ici, des détourneurs des deniers publics. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Allez en Volier, vous allez voir, c'est abandonné. Et entre-temps, les ministères louent les bâtiments. Donc nous sommes dans une gestion de prébande où on vous tend des embuscades. Chaque fois qu'on vous a appelé, vous savez que le Premier ministre a accusé publiquement son ministre de la Santé. Chose incroyable. Le Premier ministre qui est responsable de la riposte a dit, parce que ce n'était pas, il ne présumait pas, il faut qu'on enquête sur la manière dont les fonds étaient gérés. Et le ministre a failli, dans une erreur monumentale, se justifier en disant que comme il ne touchait pas les liquidités, on ne pourrait pas l'accuser de faux. Mais monsieur le ministre, quand vous signez un bon de commande d'un masque de 3 000 francs, alors que le masque coûte 700, ce n'est pas de détournement de deniers publics?
Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire? Vous voulez faire un procès d'intention? Non, c'est pas une intention, ça a été fait, c'est écrit. Il a indiqué Ils ont commandé des masques, il a dit qu'il ne touchait pas l'argent et signait. Il a indiqué dans un point de presse qu'il y a une commission qui a été mise en place, constituée des experts du ministère de la Santé, des marchés publics et d'autres ministères pour évaluer les offres faites par les prestataires, et certaines offres ont été réduites et ils ne respectaient pas la nomenclature en la matière. Moi, l'offre dont je parle là, il l'a signé sur sa table, il le sait. Les masques de 700 ont été achetés par l'État du Cameroun à 3000 francs. Hein? Les thermomètres, thermoflash ont été achetés 2 fois leur prix. Je n'exclus pas que le prix annoncé sur le marché, quand vous faites de la prestation de service, doit être légèrement relevé parce que vous payez la TVA dessus. Ça veut dire que si vous achetez un silo au marché à 1000 francs, vous ne pouvez pas le vendre dans le cadre d'une prestation à 1000 francs, mais vous n'allez pas le vendre à 5000. Donc, je dis qu'il faudrait auditer tout ce qui a été fait. Justement. J'ajoute que ce n'était pas une erreur, c'était une action volontaire de ceux qui nous gouvernent. Maintenant qu'ils aient décidé de l'arrêter, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils s'étaient trompés. Et il faut qu'ils le reconnaissent publiquement. Il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est trompé. Nous sommes dans un pays où personne ne dit jamais qu'il s'est trompé. Après, il y a la représentante du RDPC ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche, cette stratégie du gouvernement qui consiste à mettre sur pied, faire croire aux Camerounais qu'il y a de nombreux malades et qu'il y a une urgence de construire des centres agréés dans les stades des différentes villes du Cameroun, tout ceci pour faire sortir de l'argent et se distribuer dans le cadre des rétrocommissions? Vous croyez vraiment que ce discours-là est entendable? Chacun a son combat. Monsieur Sow et l'UPC luttent contre le colon et ceux qu'ils estiment avoir été les collaborateurs. Mais nous parlons du Cameroun qui est gouverné depuis 1960, avec ses plus et ses moins, avec ses freins et ses moteurs, avec l'environnement qu'on connaît. Et je dis bravo à Paul Biya, parce que diriger un pays comme le Cameroun, ce n'est pas chose facile. Et pourtant, il y est arrivé. Et je vais dire une chose très importante, Monsieur Sow. Ce que vous relevez là, ces dysfonctionnements que vous considérez comme graves et que vous relevez, n'enlève en rien le fait que la planification qui a été faite ait été faite sur la base des pronostics, pas des rumeurs. Attendez, dans le monde entier, on avait... Non, écoutez, même les Camerounais les moins compétents et les moins instruits que vous ont suivi dans le monde entier l'évolution de cette maladie. Et c'était normal qu'en prévision de ce qui pourrait nous arriver, qu'on ne se retrouve pas le bec dans l'eau. Et vous savez très bien, quand vous venez, vous dites que oui, c'est aujourd'hui qu'on découvre la pharmacopée. Effectivement, c'est un des domaines où nous avons pris beaucoup de retard. Parce que les Occidentaux, ça les arrangeait que notre pharmacopée n'existe pas et ne soit pas reconnue. Toujours les et Occidentaux. Aujourd'hui, tes amis... C'est les Occidentaux qui vous empêchaient de reconnaître les mérites de vos scientifiques ici. Oui, et j'avais cité ici l'exemple d'un pharmacien haïtien ou martiniquais qui a mené tout un combat pour que la France reconnaisse seulement en 1998 les plantes de la Martinique et de la Guadeloupe comme ayant des effets de... Alors ne dites pas qu'il n'y a pas un combat, il y a un combat culturel profond que nous devons mener. Mais celui-là, c'est un combat qu'on mènera même quand vous serez au pouvoir. Mais pour l'heure là, personne ne peut dire que le gouvernement a eu tort de faire de la prévision, parce que tout le monde a eu peur. Il n'y a justement pas eu prévision. Il y a une forte odeur de détournement de deniers publics. Certains de ces cendres ne sont même pas encore achevés. C'est sur la question. Certains de ces cendres ne sont même pas encore achevés. Je vous en prie, c'est sur la question de cette forte odeur de détournement de deniers publics et de corruption qui est perçue au sein de l'opinion concernant la gestion de la crise sanitaire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'il y a un processus de cette envergure qui est mis en place, c'est normal qu'il y ait les audits. Personne ne peut refuser qu'il y ait un audit. Mais nous ne parlons pas de ça. La question que vous nous avez posée, c'est de savoir si, c'était nécessaire d'implanter ces centres d'isolement, par exemple en Bapélépé, et 2, est-ce que c'est normal qu'on les démantèle aujourd'hui? Et
Et je dis oui, c'est normal qu'on les démantèle, surtout que leur capacité d'accueil est nettement supérieure à ce que la maladie nous impose aujourd'hui. Voilà les deux réponses essentielles. Monsieur Nietzsche va mener son audit. Les autres, Monsieur Sor, dans le cadre de l'UPC, va mener son audit. Les services du Premier ministre va mener son audit. Les services rattachés à Monsieur le ministre vont aussi mener leur audit. Mais ça, pour moi, c'est un processus normal. Qui dit mise en place et implémentation d'une gestion comme celle-là, ça nécessite qu'on s'inquiète de ce que l'argent est devenu. Et personne ne peut être contre ce type de réflexion. Mais il y a des principes de bonne gestion et de transparence qui devraient guider au départ la gestion de ces financements publics qui ont été mis à disposition des différents départements ministériels. Une communication devait être faite à la fois sur les prestataires qui ont remporté ces marchés et également sur les montants des différents marchés de façon spécifique pour qu'il y ait un suivi au quotidien. Mais ça n'a pas été observé. Pourquoi une telle attitude? Pourquoi il y a toujours des zones d'ombre sur des projets d'envergure menés au Cameroun avec des audits qui interviennent plus tard et qui révèlent souvent de nombreux scandales de corruption et détournement de deniers publics? Le RDPC est un parti politique. Et ce parti politique a l'avantage d'avoir le gouvernement du Cameroun à ses côtés. Dans le gouvernement du Cameroun, il y a des personnes qui ne sont pas du RDPC. Mais nous reconnaissons que la politique qui est mise en place, la politique qui est déroulée, est celle du président de la République, président du RDPC. Et le RDPC n'a le bon terme que je trouverais, aucun souci à ce que on s'inquiète de l'argent des contribuables camerounais. Et tous ceux qui auront profité de la Covid pour s'enrichir devront répondre de cela. Là, il n'y a pas de débat. Je ne pense pas que ce soit un débat possible et imaginable. On met des commissions en place. On choisit ces personnes en fonction de leurs compétences, soit administratives, soit techniques. Et ces commissions sont mises en place. Si maintenant, au déroulé, ces commissions ne font pas correctement leur travail, eh bien ces commissions auront à répondre. Mais moi, je vois, in fine, à la fin du processus, je me rends compte que la lutte contre la Covid, la riposte a été menée avec efficacité et qu'aujourd'hui, la catastrophe annoncée n'est pas là et que nous devons aller de l'avant et que le CHAN doit avoir lieu dans les meilleures conditions. Et pour cette raison-là, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu de la capacité d'accueil de Mbapé-Lépé, je pense qu'on peut déménager Mbapé-Lépé. Et tout à l'heure, vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis ces tentes dans les hôpitaux? Il y a eu un problème extrêmement important qui était un problème psychosocial, qui était que les malades ne voulaient même plus aller dans les hôpitaux quand ils savaient qu'il y avait des malades de Covid dans ces hôpitaux. Imaginez alors qu'on ait mis une tente ou deux tentes à l'hôpital La Quintini pour les malades du Covid. Vous pensez que ça aurait encouragé les gens à y aller? Tout cela a été pris en considération. Les comités scientifiques au niveau national et au niveau régional ont travaillé, ont apporté des éléments qui ont contribué à la prise de décision. Les médecins qui font partie de ces comités ont également apporté des éléments. Ne faites pas comme si les choses sont faites à l'emporte-pièce et qu'on se lève un matin et on décide de mettre un centre d'isolement en Mbapé-Lépé. Non. Si on regarde les justement, non, franchement, après vous, j'aimerais avoir la réaction de Christian Massouma sur les éléments que présente Marlise Doualabel sur cette question relative à, selon elle, la bonne gestion de la crise sanitaire, même si elle reste ouverte à un audit sur les comptes de cette situation-là. Que répondez-vous? Vous savez, le RDPC a l'art de défendre tout, et même l'indéfendable. Et l'honorable Doualabel ne déroge pas cette règle qui est assez propre au parti au pouvoir. M. Soro a dit tout à l'heure que l'instauration de ces centres agréés Covid-19 aujourd'hui est un échec patent. Lorsqu'on voit les montants qui ont été mobilisés, lorsqu'on voit l'efficacité concrète de ces centres par rapport à la riposte,
on se pose la question et on revient sur cette question, qu'elle le veuille ou pas, sur la planification et sur la vision prospective du gouvernement pour répondre à la pandémie de Covid-19. Moi, je vais revenir sur les montants. Parce que le ministre de la Santé, dans sa sortie, a parlé pratiquement de 22 milliards déjà engagés pour pouvoir répondre à la Covid-19, à cette pandémie de Covid-19. Mais, sincèrement, les règles de transparence minimale, je crois que sur ce même plateau, j'avais demandé que pour ce type de crise ou pour ce type de pandémie, qu'est-ce qui coûterait au gouvernement d'associer un certain nombre d'organisations sociales, peut-être des ONG et d'autres partenaires sociaux, pour pouvoir garantir un minimum de traçabilité et transparence dans la passation soit des marchés ou dans la commande dans les différentes commandes qui seront faites pour acquérir les équipements et autres choses. Ils ont tiré, quand je dis ils, je parle des gens du RDPC en général, ils ont tiré sur Survie Cameroun vraiment à tout va. Ça a été vraiment une sortie extraordinaire contre Survie Cameroun. Mais Survie Cameroun, avec des moyens assez réduits, a fait un certain nombre d'actions qui ont couvert l'ensemble du pays et des 10 régions et qui ont eu l'avantage d'avoir une efficacité concrète et palpable sur la réponse globale à cette Covid-19. Donc moi je ne comprends pas la stratégie du RDPC et j'ai beaucoup de mal à imaginer que lorsque des problèmes sérieux se posent sur la table et que l'argent du contribuable a été envolé en fumée de cette manière-là, qu'on vient nous dire que oui, pour dire combien de commissions ou d'enquêtes ou d'audits ont été mis sur pied avec une certaine efficacité dans ce pays. Pour la CAN, l'organisation de la CAN qui était prévue depuis 2 ans et qui va peut-être aller de glissement en glissement, comme disait quelqu'un d'autre, on a vu des dépenses qui étaient totalement folles, des montants qui sont faramineux. Et qui sont les montants que les Camerounais lambda devront supporter, que ce soit en termes d'endettement pendant des générations et des générations. Mais personne ne comprend en réalité comment est-ce qu'on peut penser dans un pays que chaque fois qu'il est question de dépenser l'argent public, il faut le faire dans une forme d'obscurantisme, dans une forme de flou artistique, de manière à encourager toujours le phénomène le plus important que nous décrivons ici, qui est la corruption généralisée. Donc nous ne pouvons pas corroborer ce qui est en train de se passer parce que il apparaît de manière claire que cette stratégie, on a construit d'autres types d'infrastructures, notamment à l'Est. Le ministre de la Santé venait d'inaugurer le centre agréé Covid-19 à l'Est. Mais c'est un bâtiment qui a coûté 180 millions, selon le rapport qui nous a été parvenu. Pourquoi au moment de cette riposte, on n'aurait pas pu imaginer, pour pouvoir avoir des infrastructures pérennes, de construire plutôt de nouvelles infrastructures que d'aller faire des aménagements qui ne pourront rien apporter aux Camerounais et qui vont plutôt permettre d'engorger l'argent public et de le mettre dans une forme de dépense totalement incontrôlée et que personne ne pourra avoir, avec laquelle personne ne pourra avoir une certaine lisibilité. Donc il y a un problème. Et quand nous voyons effectivement que le gouvernement lui-même, dans certaines régions, a plutôt préférer implanter de nouvelles infrastructures qui pourront rester là pendant des années et peut-être apporter une solution, puisqu'on dit qu'effectivement la pandémie va s'inscrire dans la durée et que forcément on aura besoin de traiter les malades dans la durée. Pour le moment, on a peut-être des formes assez bénignes du coronavirus au Cameroun parce que peut-être que le virus a migré, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses. Le docteur Soro a même dit qu'il ne croyait pas beaucoup ici, mais personne ne sait ce qui se passera demain. L'honorable Douala Bella a parlé tout à l'heure que nous avons été très alarmistes à un moment donné. Mais je trouve tout simplement qu'il y a une contradiction lorsqu'elle reconnaît que c'était un phénomène mondial et que le monde entier a paniqué. Et que lorsque nous, on a repris ici sur ce plateau le fait que le Cameroun n'est pas suffisamment préparé et ne nous présente pas suffisamment de gages pour pouvoir répondre à cette Covid, elle a estimé que nous étions alarmistes. Donc il ne faudrait pas que sa condamnation soit à tête chercheuse. Et quand ça l'arrange, elle dit que oui, le Cameroun a paniqué et c'était normal. Et quand ça ne l'arrange pas, elle dit que non, les représentants des partis politiques, des organisations non gouvernementales qui se sont succédés sur les plateaux ont voulu dramatiser la situation. Il faudrait que le gouvernement nous rende compte sur la gestion de cet argent qui a été dépensé et qui est extrêmement, et dont les montants sont assez importants par rapport à cette Covid-19. Les effets sont très moindres par rapport à l'impact qu'on avait souhaité mettre par rapport à ces stratégies de riposte de la Covid-19. Après vos questions, Massouma, Edmond Kambia,
Alors, démantèlement de ces centres et des risques d'impact sur les infrastructures sportives qui doivent abriter le CHAN prévu en janvier 2021. Cela se passe entre le secrétaire général, la présidente de la République, le ministre des Sports et le ministre de la Santé publique. Le Premier ministre semble être absent, même si il y a une ampliation de cette correspondance adressée à son secrétaire général des services du Premier ministre. Comment on va sortir de cette cacophonie concrètement, Edmond Kambia? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un aspect. Lorsque l'honorable Dolabel a dit que la riposte est gérée avec efficacité, et lorsqu'elle a évoqué également les solutions endogènes dont on commence à voir les résultats, je voudrais juste, pour relativiser son propos sur les solutions endogènes, pour dire que le gouvernement a reconnu avec beaucoup de retard l'efficacité des solutions endogènes. Si le gouvernement l'avait fait un peu plus tôt, l'avait associé à la riposte, je pense que les résultats auraient été plus probants, plus faciles à contrôler. Et je regrette que même à ce jour, même après avoir reconnu l'efficacité des solutions de nos tradis praticiens, le gouvernement ne les encourage pas suffisamment sur le plan financier. Il n'y a pas de lisibilité, de traçabilité dans les fonds qui sont alloués dans la riposte. Combien d'argent a été donné à ceux qui s'occupent de combattre, n'est-ce pas, la maladie Covid-19, par exemple, à mentionné Samuel Cléda, et à tous les autres tradis praticiens qui y travaillent. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas s'ils ont reçu de l'argent ou pas. Mais parce qu'aucun d'eux, quand nous avons approché un certain nombre parmi eux, ils disent qu'ils n'ont jamais reçu de l'argent pour le travail qu'ils font. Ils disent qu'ils ont été reçus par le Premier ministre, qui les a encouragés dans ce qu'ils font, mais ça ne suffit pas. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de suffisamment de moyens pour pouvoir renforcer leur capacité de solution pour soigner les malades. Maintenant, pour répondre à la question que vous avez posée, Cédric Noufélé, je voudrais dire que nous avons un gros problème dans ce pays. Et ce problème est en train de se poursuivre. C'est-à-dire, on ne sait finalement pas qui gouverne au Cameroun. Est-ce que c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui gouverne, comme le dit la Constitution? Parce que le Premier ministre est chef du gouvernement. Ou alors, est-ce que c'est le secrétaire général, ministre d'État, qui est à la présidence de la République, qui est le véritable chef du gouvernement du Cameroun? C'est le fond de votre question, Cédric Noufélé. À partir du moment où le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est censé être le coordonnateur de l'action gouvernementale, notamment dans la lutte pour la riposte de la Covid-19, reçoit des instructions, et ce n'est pas nouveau, du ministre d'État, secrétaire général des services de la présidence de la République, sur la riposte, sur des questions relatives au domaine qu'il est censé coordonner. Il ne reçoit qu'ampliation, alors qu'il aurait dû être associé, ou alors c'est lui qui aurait dû initier des améliorations pour qu'il y ait une suite qui vienne de la présidence. Mais on lui fait juste une ampliation pour dire il est un ministre comme les autres. Il est le premier des ministres, tout simplement. Si les ministres s'alignent dans le protocole, il se met devant, les autres suivent. Et il y a une personnalité politique qui l'a souvent rappelé. Je veux le citer, Albert Nzonga. Il a dit que le Premier ministre, c'est juste parce qu'on le nomme le premier, ensuite on nomme les autres. Même si, dans la Constitution, il est censé faire des propositions pour former le gouvernement. Donc la question de fond est celle de savoir qui gouverne effectivement. Mais nous avons le sentiment que le gouvernement est éclaté. Il y a des pôles de gouvernement. Ce n'est plus seulement le Premier ministre chef du gouvernement qui gouverne au Cameroun, mais visiblement, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui est le véritable chef du gouvernement au Cameroun. Et ça, c'est depuis quelques années. Depuis au moins le moment où nous sommes passés à la préparation de la présumée CAN 2019 qui a glissé jusqu'en 2022 aujourd'hui, jusqu'à la lutte contre le Covid-19. Nous avons le sentiment que la gestion réelle, le gouvernement réel, c'est la présidence de la République. Mais le secrétaire général de la présidence de la République peut répercuter les instructions du chef de l'État aux différents membres du gouvernement pour une célérité dans certains dossiers qui peuvent être jugés urgents. Est-ce que vous pensez que ça peut être la raison d'une telle démarche qui est initiée entre le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre des Sports
et le ministre de la Santé publique? Sur la forme, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Quand cela devient une habitude, ce n'est plus un besoin de célérité ponctuelle. Parce que c'est une habitude pour le secrétaire général de la présidence de la République de faire des ampliations, d'informer le Premier ministre des actions qu'il doit mener sur haute instruction. Et il n'y a personne qui peut vous dire exactement si effectivement il y a eu ces hautes instructions. Puisque celui qui est censé avoir fait les hautes instructions ne parle pas, il ne réagit pas. Mais on ne le voit même pas. Alors que c'est lui qui a nommé le Premier ministre du gouvernement pour coordonner l'action. Non, il y a un problème, il y a un besoin de clarification sur la gouvernance au Cameroun. Après vous, Edmond Kamgia, justement, Serge Soro, est-ce que ce problème, vous le percevez avec acuité concernant le mode de gouvernance et les pôles de gouvernance qui existeraient à la fois au centre du gouvernement et à la présidence de la République? Non. Si vous avez un continuum historique de la gouvernance du Cameroun depuis 1959, vous comprendrez qu'au Cameroun, ce n'est pas le Premier ministre qui gouverne. Le Cameroun est dans un régime présidentialiste. C'est De Gaulle qui a organisé toutes ces gouvernances pour mettre ses représentants dans ses agences commerciales. C'est le président de la République qui gouverne au Cameroun. Ça, oubliez-le. Si vous relisez la Constitution, c'est derrière ça. Relisez les missions du chef de l'État. Vous allez voir que c'est lui qui implémente la politique gouvernementale. Le Premier ministre est seulement son agent de maison. C'est son intendant supérieur. Entre-temps, il a un autre intendant dans sa maison qui est le secrétaire général. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que je le perçois comme ça depuis qu'Aïdjo a pris le pouvoir. Deuxième chose, je voudrais finir par là pour dire à Mme Douala Marlise Bell que... Honorable. Non, honorable, c'est quand on est député. Quand on ne l'est plus vraiment, tout le Cameroun sera déshonorable. C'est comme ce sont ces errances-là qui dérangent au Cameroun. Quelqu'un n'est plus ministre, il veut qu'on l'appelle ministre. Quand vous n'êtes plus ministre, vous n'avez plus le titre. Le titre appartient à celui qui exécute la mission. Vraiment, Marlise, aidez-nous à éduquer les jeunes Camerounais. On appelle ça des trafics d'influence post-fonction. Ça s'appelle civilité. Et vous l'avez déjà dit sur ce plateau. La civilité, c'est quand nous sommes ensemble. Non, n'insistez donc pas. Si je l'ai dit une fois et que je ne l'ai pas dit après, considérez simplement que les deux vous conviennent et donnez-nous le temps de parler de ce qui est sérieux. Pourquoi ça vous non, empêche c'est juste des lapsis. C'est des lapsis. Pourquoi ça vous empêche? Je disais, Madame Doualis, il y a une chose. Ne prenons pas ça à la légère. Les réflexes que vous voyez souvent nos gouvernants avoir là relèvent de très loin. Ces comportements, prenons le cas, si vous regardez les dates chronologiques où les politiques étaient mises, la crise a commencé en mars. Les Camerounais ont attendu peut-être un mois pour décréter d'abord un pseudo-confinement. 2 semaines après, on l'a levé. Ça veut dire que les informations qu'ils avaient leur montraient bien que la crise n'aurait pas l'impact. Le discours international sort de ce que... N'oubliez pas que l'Afrique est considérée toujours comme un pays des esclaves, où on veut tout nous imposer. Il y a un terrorisme culturel. Ce discours de l'OMS visait à semer la panique en Afrique pour accentuer la dépendance. N'avions-nous pas la capacité intellectuelle pour voir au moins pour une fois la tromperie? Si vous le dites, mais ça veut dire qu'au RDPC commence à réfléchir à donner la place à ceux qui le perçoivent. C'est aussi simple que ça. Ça relève du code noir de l'esprit de Berlin et de Brazzaville. C'est-à-dire qu'on veut empêcher aux Africains, même quand c'est bleu, et dès qu'on a dit que c'est noir, il faut qu'ils disent que c'est bleu. C'est pas possible. 60 ans après les indépendances, ce n'est plus possible. Si vous restez dans cette logique qu'il y avait une agitation, ce n'était pas un pronostic. Scientifiquement, ce n'était pas un pronostic. Puisque même dans ces pays, il y avait un débat. Regardez le débat en France. Actuellement, il y a encore le débat. On ne peut donc pas dire aux Africains que parce que certains médias le disaient, moi je vous dis, est-ce que vous avez écouté les radios de l'Est? Est-ce que vous avez écouté Chine Info? Est-ce que vous avez écouté même la voix de l'Allemagne, la Deutsche Welle? Ce n'était pas le même discours, pas du tout. Mais nous sommes dans une sorte de mimétisme. Et je dis souvent qu'un singe qui imite un autre ne sera jamais premier dans la compétition des grimaces. Il faut qu'on arrête cela. Si vous ne l'avez pas, nous à l'UPC, nous vous disons que nous avons cela. Pour une fois, pas que nous voulons nous associer à vous, nous voulons qu'on s'asseye sur une table pour ces questions qui sont fondamentales, y compris les autres. La menace qui est la plus grave, je le répète souvent, c'est l'implosion sociale du Cameroun. On semble minimiser la crise qui a commencé au nord-ouest et au sud-ouest. Mais quand on voit les réactions qu'il y a à gauche et à droite dans les autres départements, les mémorandas du nord, parce qu'on n'en est pas au premier, les agitations de l'est, les plaintes
de ce qu'on appelle maintenant le grand groupe Bassam Pobati. Mais ça, c'est autant de choses qui devraient nous interpeller sur la prospective, ce qu'on appelle la planification, parce qu'une fois de plus, l'échec, c'était la planification. On ne planifie pas par décret. Justement, on planifie quand on a fait des études. Parmi ces crises majeures, il y a la recrudescence des violences meurtrières dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec les exactions commises sur des civils. Pour y répondre, le ministre de l'administration territoriale demande au gouverneur des régions du nord-ouest et du sud-ouest de veiller à ce que tout usager demande au préalable l'autorisation du sous-préfet pour acheter des armes blanches, notamment des machettes et du fer à béton. Selon lui, ce sont ces éléments qui sont utilisés pour commettre des attentats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que pensez-vous de cette prescription gouvernementale adressée aux gouverneurs et aux autorités administratives? Une autre errance politique. Vous n'allez pas dire aux gens qui veulent acheter la machette d'aller demander l'autorisation du sous-préfet. C'est encore une poche de corruption parce que le secrétaire qui est là va commencer à demander 2000 francs pour que votre dossier passe. La solution est ailleurs, monsieur le ministre d'État, monsieur les ministres chargés de la Défense, monsieur le délégué à la Sûreté. Mais, j'insiste, la solution est entre les mains du chef de l'État, Paul Biya. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. On a dit qu'on a lancé la campagne de reconstruction là-bas, non? Ça veut dire que c'est en train de se calmer. Ça veut dire que si on veut, mais on sait que c'est mauvais. Si on veut, on peut y mettre de l'ordre par la force. Mais ça aura des effets indésirables. Ça sera comme la guerre du Biafra. Et le Cameroun n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que j'interpelle même souvent mes leaders et mes camarades qui sont au nord-ouest et au sud-ouest. Nous sommes tous conscients que le régime UNCRDPC nous a fourvoyés. Je dis, même si l'honorable a dit ici que son excellence Paul Biya, certains ont dit ça avant, quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils disent que Paul Biya est un mauvais dirigeant. Donc faites attention. La solution du Cameroun, c'est ce que nous voulons profiter pour mettre en avant le 27 août. La solution du Cameroun avait eu des éléments de réponse fondamentale dès le 27 août 40. Les nationalistes camerounais. Il faudrait qu'on sache que le Cameroun est fille de l'unité des Camerounais. Le Cameroun que nous avons là. Sinon, on n'avait pas attaché les gens pour dire au nord-ouest, au sud-est de revenir. Hein. Et ils auraient même, si on avait bien géré le vote, si l'ONU ne nous avait pas floué, le territoire du Cameroun aurait été plus grand. Hein. N'oublions pas ça. Deuxième chose, n'oublions pas que c'est la gouvernance politique qui met en mal notre unité et qui crée ces crises. Donc il suffit de corriger la gouvernance. Et quelle est la cause? Chaque fois que votre mode de gouvernance fait croire aux gens, à tort ou à raison, que la seule façon d'accéder à la gestion du bien public, c'est le trafic d'influence et la cooptation, eh bien, vous n'échappez pas au troisième élément qui est l'usage de la violence. Parce que vous-même, cette méthode-là, c'est une méthode violente. Et justement, sur le théâtre de la crise anglophone, on aura Marie Zollabel, il y a cette question du retour des chefs traditionnels dans leur palais royal, 3 ans après avoir déserté ces lieux qui sont aujourd'hui le théâtre d'affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Le ministre de l'administration territoriale indique que c'est dans la perspective des régionales et que le calme est revenu dans plusieurs localités. Son discours tranche avec celui du porte-parole du gouvernement qui a indiqué quelques semaines plus tôt qu'il y a une recrudescence des violences meurtrières et des exactions commises sur des civils. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, d'abord pour M. Sow, que quand je revendique le titre d'honorable, M. Sow, ce n'est pas fait pour faire du trafic d'influence. Quel est le trafic d'influence que je peux faire quand vous m'appelez honorable? Je voudrais simplement, et parce que j'ai eu beaucoup de fierté à porter ce mandat, j'ai eu beaucoup de fierté à porter le mandat du peuple camerounais, je voudrais que honneur soit donné à cette institution. Vous savez, si nous ne savons pas respecter ce qui est, nous ne saurons pas non plus respecter ce qui arrivera. Donc, quand je le revendique, ce n'est pas pour ma petite personne, mais c'est pour le rôle que j'ai joué et que je pense avoir joué. Le peuple m'en est témoin et Dieu aussi, avec le maximum d'engagement et le maximum de sincérité. Maintenant qu'on est passé là, je voudrais également rappeler que chaque fois qu'on analyse un processus,
Il y a deux choses qui comptent, l'efficacité et l'efficience. Quand je dis que le gouvernement a été efficace par rapport au Covid, c'est parce que la Covid a été contenue. Et qu'aujourd'hui, la latéralité est à 2% et que nous avons 400 morts. C'est beaucoup, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'on redoutait, c'est pas grand-chose. C'est son taux à l'international. Donc maintenant, 2%. Cette maladie n'est pas si mortelle. Voilà, d'accord. Toujours est-il que ce n'est pas ce qu'on disait avant. Maintenant, quand j'arrive à cette situation des chefs traditionnels, c'est même un drame, des chefs traditionnels qui sont obligés d'abandonner leur palais pour aller se réfugier dans des territoires voisins. C'est dire combien la crise a été sévère et criminelle, parce que ce n'est pas par plaisir que ces chefs traditionnels ont quitté leur palais. Et c'est même grave pour le peuple, parce que tout le peuple se déconstruit, même quand on a l'impression que ces chefferies-là ne représentent rien, mais les chefferies continuent à représenter quelque chose de bien plus profond qu'on ne le croit. Donc quand un monarque quitte son palais, abandonne sa chefferie, ça veut dire qu'il n'avait vraiment pas le choix de faire autrement. Maintenant, si le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji, demande aux différents monarques de rentrer, je pense qu'il y a deux raisons majeures. Si on est lancé dans la reconstruction, cette reconstruction intègre également la reconstruction sociologique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aller aux élections régionales et que cette institution, l'institution des chefferies traditionnelles, des chefs traditionnels, a besoin d'un collège qui existe. S'il n'y a pas de collège, ils vont être élus comment? Donc j'imagine que tout au moins dans les zones pacifiées, les chefs peuvent entrer, et je dis également que les chefs sont des personnalités d'une haute autorité morale. Le ministre Atanga-Nji ne peut pas les influencer à ce point. S'ils estiment qu'ils ne peuvent pas rentrer, ils le diront au ministre Atanga-Nji. Mais ceux qui peuvent rentrer pourront rentrer, et peut-être qu'ils vont avoir besoin d'accompagnement ou d'encadrement ou de tout ce que vous pouvez imaginer, mais je ne pense pas que ce soit une décision. Sur les données qui nous viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pensez-vous que la situation sécuritaire est à même de faciliter le retour de ces chefs traditionnels dans leurs palais qui ont été plusieurs fois ciblés par les groupes séparatistes accusant ces chefs traditionnels de soutenir le gouvernement, de ne pas écouter la voix de ceux qui posent des problèmes dans leurs différentes circonscriptions? C'est ce qu'on appelle la dictature. Mon rêve en tant que femme, en tant que maman, en tant que Camerounaise, c'est de revoir nos frères sécessionnistes, surtout les extrémistes, parce que même parmi les sécessionnistes, il y a ceux qui sont extrémistes et ceux qui ne sont pas extrémistes, revenir à de meilleurs sentiments, revenir au pays, créer des partis politiques ou un parti politique et participer à l'édification républicaine. Mais apparemment, ils n'en sont pas là. Au jour d'aujourd'hui, pendant que nous parlons, ils n'en sont pas là. Mais ils n'ont pas le droit de terroriser un chef parce que ce chef est pro-régime. C'est une option. Moi, je viens bien ici à votre télé. Et c'est pour ça que j'ai été très peinée le jour où j'ai été affichée dans votre émission comme absente, quelqu'un qui a fui le débat, quelqu'un qui a... J'ai beaucoup de respect pour votre chaîne. Et pourtant, nous ne pensons pas la même chose. Et ça se voit au cours de ce débat, chaque fois que vous prenez la parole, chaque fois que Kambia prend la parole, vous rejoignez les autres, vous me canardez comme vous pouvez. Mais pourtant, je pense que ce débat-là est normal. Il faut qu'il existe. Et cette chaîne, je la respecte parce qu'elle a fait un choix, une option. Et cette option est assumée de manière responsable et avec qualité. Et c'est en cela que je vous respecte. C'est pour ça que j'ai eu très mal quand j'ai été perçue comme ça, parce que je respecte vos téléspectateurs, vos millions de téléspectateurs. Je respecte les professionnels que vous êtes. Je n'aurais donc pas pu avoir une attitude légère, mais c'était vraiment parce que j'étais indisponible. Et pour cela, une fois de plus, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu être là, et mon remplaçant non plus. Donc, je ne suis pas pour la dictature, d'où qu'elle vienne.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a une opinion contraire à la vôtre que vous allez la tuer, cette personne. Non, je ne trouve pas ça correct, je ne trouve pas ça humain, je ne trouve pas ça mature, je ne trouve pas ça constructif. Et justement, Equinox Télévision a choisi l'option du débat contradictoire, équilibré, avec les partis politiques qui donnent leur point de vue sur les sujets d'actualité. Et justement, il y a sur ce plateau un représentant du MRC, à la suite de la réaction de la représentante du RDPC sur ce plateau, indiquant que ce retour des chefs traditionnels s'inscrit dans la démarche gouvernementale d'organiser les élections régionales, même si aucun calendrier n'a été évoqué jusqu'ici, aucune convocation du collège électoral n'a encore été faite. Mais comment appréciez-vous la démarche qui est en train d'être faite sur le théâtre de la crise anglophone? Je pense que c'est une démarche qui vise une fois de plus à percevoir les Camerounais comme des personnes qui ne sont pas suffisamment matures et réfléchies vis-à-vis des enjeux qui les interpellent. Nous avons dit au sein du MRC que organiser ou envisager d'organiser des élections dans le contexte qui est le contexte actuel est une grosse aberration. Et nous avons pris, le président national a fait un communiqué où il a pris le peuple camerounais à témoin, en faisant une ampliation à un certain nombre de pays, amis et autres choses. Parce que nous sortons d'une crise post-électorale de 2018, qui elle-même a été suivie par la crise post-électorale de 2020, avec des élections totalement tronquées, fort heureusement boycottées par l'essentiel des Camerounais. Et on sait très bien ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc nous avons demandé avec insistance, les pays amis ont demandé avec insistance que pour apporter une solution crédible, il faudrait qu'un véritable dialogue inclusif soit convoqué pour continuer à brandir des mesurettes qui n'ont aucun impact significatif au vu de l'horreur que nous continuons à voir au quotidien dans le nord-ouest et au sud-ouest. Nous condamnons déjà ces actes qui sont des actes qui sont d'une barbarie insoutenable. Et je reste persuadé, et je le dis ici de manière solennelle, que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas imaginer que des personnes qui, au départ, ont exprimé un certain nombre de revendications d'ordre politique et que tout le monde sache exactement que ce problème aurait pu trouver une solution politique en lieu et place d'une solution militaire, qu'on ait plutôt encouragé la voie de la répression du mouvement contestataire du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, nous arrivons dans une situation qui devient dramatique. Comment envisager le retour des chefs dans le nord-ouest et le sud-ouest avec la situation sécuritaire actuelle? Personne ne peut le croire. Personne ne peut le croire, avec l'horreur, et le ministre, le porte-parole du gouvernement, lui-même a parlé de la recrudescence de la violence pour reconnaître que la situation est très loin d'être pacifiée. On ne peut pas nous parler de reconstruction alors que la belligérance est extrêmement forte dans ces régions et que personne de sérieux dans l'analyse ne peut entrevoir une porte de sortie aujourd'hui dans cette crise du nord-ouest et du sud-ouest. Mais tout le monde connaît la solution, tout le monde sait. Le MRC, le président national a dit à plusieurs reprises, on a donné des pistes, on a créé et on a organisé un grand dialogue national pour rien, je continue à le dire, qui n'a eu aucune efficacité. Parce que tout ce qu'on a mis comme mesures, et des mesures qui étaient censées apporter des solutions à la crise du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, notamment la création d'un statut spécial. Qu'est-ce que ce statut spécial est devenu aujourd'hui? Est-ce que les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest y croient? Personne n'y croit. Personne n'y croit. Ça veut dire que le dialogue est totalement coupé. Et on ne peut pas envisager la gouvernance pour les dirigeants. La gouvernance, c'est pour les peuples. Et quand vous gouvernez, vous devez tenir compte de la vie de vos concitoyens et des populations. Vous ne pouvez pas imaginer tout simplement que quand l'élite se retrouve à Yaoundé et qu'on décrète des mesures, que ces mesures auront une incidence sur la perception des populations qui sont censées digérer ces mesures. C'est pour cela, moi, on l'a dit tout à l'heure, quand on interdit ou on soumet l'acquisition d'une machette ou d'un couteau ou je ne sais pas trop quoi, ou du fer à béton, ça veut dire que si vous avez un chantier de construction et que vous voulez véritablement, vous devez aller chercher une autorisation à la sous-préfecture pour acheter du fer à béton. Ce n'est pas ça la solution. Et le ministre de l'Intérieur sait très bien que ce n'est pas ça la solution. La solution, elle est globale. Pour apporter une solution claire, nette, il faudra envisager la résolution de cette crise en y intégrant les acteurs qui comptent et qui pourront éventuellement, avec le consensus qui se dégagera autour d'un véritable dialogue sincère, franc et transparent
apporter des solutions à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et organiser des élections dans ce contexte, c'est une provocation supplémentaire vis-à-vis du peuple camerounais. Parce qu'on va organiser des élections sur le sang de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comment, et la priorité aujourd'hui, c'est quoi? On parle de la réforme consensuelle du système électoral depuis des années. Le système électoral a ceci de particulier, notamment la loi électorale, qu'elle ne concerne pas une partie en particulier. Elle concerne l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus. Pourquoi les représentants du RDPC et le gouvernement ont-ils peur de la transparence dans le processus électoral? Les pays amis du Cameroun, tout le monde, les organisations régionales, ils ont appelé, et l'ECAM lui-même a recommandé la réforme de ce système. Donc moi, je dis qu'on ne peut pas aujourd'hui parler des élections régionales, parler du retour de chefs dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour constituer un collège électoral pour des élections qui n'auront aucune légitimité, aucun ancrage, parce qu'elles ne reflèteront pas la volonté exprimée par le peuple camerounais. Après vos questions, Massouma, Marlise Doualabel, ces différentes élections régionales qui se préparent encore en coulisses sont perçues comme une provocation au sein du MRC qui insiste sur le fait que la priorité devrait être la résolution de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Comment vous réagissez? D'abord, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Il faut bien que le MRC existe. Le Code général de la décentralisation prévoit la mise en place de tous les maillons de la chaîne qui constituent la décentralisation. On ne peut pas s'arrêter en chemin. Ils viendront certainement parfaire le jour où ils auront le pouvoir, mais pour l'instant, le RDPC, son président, les partis amis et les partis qui sont républicains ont accepté de jouer le jeu. Honorable. Non. Nous ne sommes pas un parti républicain, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Vous n'êtes pas un parti républicain parce que vous avez démontré depuis un certain temps que ce qui vous arrangerait, c'est le blocage de la machine, donc l'insurrection. Vous avez été pas très recommandable parce que vous n'avez pas eu le courage de dire aux sécessionnistes qu'ils ont choisi une mauvaise stratégie. La lutte armée ne peut pas constituer une bonne stratégie. Ce n'est pas nous qui avons envoyé les sécessionnistes de faire une lutte armée. Nous n'avons jamais cautionné la lutte armée. Le MRC, non, Madame Dolan, je ne peux pas vous permettre de le dire parce que nous n'avons jamais demandé aux sécessionnistes. C'est peut-être le gouvernement, à travers ces mesures, qui a fait en sorte que la crise s'enlise. Mais nous ne sommes pas... Le MRC a choisi de transformer ce pays dans la paix. D'accord. Donc vous êtes contre la lutte... Nous sommes contre l'insurrection et les modes d'évolution de pouvoir de manière insurrectionnelle. Le MRC n'a jamais été... Et vous êtes contre la prise d'armes au NOZO. Mais c'est évident que nous ne cautionnons pas la vie. Alors maintenant, il faut du débat, il faut donc, il faut suffisamment et clairement le dire. Vous ne le dites pas assez. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous mettons tous ensemble, tous les partis politiques, pour demander à nos frères, écoutez, ça a duré déjà 4 ans, avec les conséquences qu'on connaît tous, on peut s'arrêter. Mais c'est ce qu'on vous demande depuis. Et maintenant, non, parce que le gouvernement a dit, ok, ils ont mis la condition que les sécessionnistes baissent les armes. Et c'est là tout le problème. Si vous aussi vous leur demandez de baisser les armes, alors, après, tous les regards seront tournés vers le gouvernement. Ils ont baissé les armes. Qu'est-ce que vous faites alors maintenant? Mais à chaque fois, vous leur donnez raison en disant oui, mais ils ont raison. S'ils viennent et qu'on les arrête, oui, ils ont raison. Et il faut un cessez-le-feu des deux côtés. Il faut que le gouvernement cesse le... Est-ce qu'il faut donc aller aux élections dans ce contexte? Excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce qu'il faut aller aux élections dans ce contexte donc, où il y a cette suspicion, cet enlisement de la crise? Oui, il faut aller aux élections pour parfaire la mise en place de la décentralisation. Quel que soit le prix à payer? Il n'y aura pas de prix à payer si vous n'entrez pas dans la danse du désordre. Non, moi je crois qu'il faut aller. Il faut y aller. Maintenant, une fois qu'on y est, on a déjà terminé la mise en place de la décentralisation. Vous êtes partant pour 2025, non? Vous allez quand même compétir en 2025.
Nous ne Ou bien vous espérez que ça va à aucune élection tant qu'il n'y aura pas une réforme consensuelle du système électoral dans ce pays. Il y aura, tant qu'il n'y aura pas eu de résolution dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Monsieur Massoma, nous ne sommes pas un parti de participation, nous ne sommes pas un parti de proposition, nous sommes un parti... Vous n'êtes pas un parti de proposition. Ce pays. Nous sommes un parti d'alternance. Oui. Et nous l'avons dit de manière... Mais le temps viendra. Ne nous comparez pas vos partis alliés. Non, parce que vous avez cité le temps viendra. Non, soyez polis vis-à-vis de ces partis. Je vous en prie. Marie Dolabel a la parole. Je vous savez, Marie Dolabel a la parole, oui. Allez-y. Monsieur Massoma, oui, honorable. Quand je dis que vous êtes pour l'insurrection, c'est parce que c'est dans ma concession que deux de vos militants sont venus déclarer la résistance nationale comme moyen de lutte. Donc je n'ai pas pris ça en route, j'étais présente, j'étais assise quand ça s'est passé. Bon, si vous avez changé de stratégie entre-temps, vous nous le dites seulement. Mais la résistance, je suis persuadée... Lorsque nous prenons la résistance nationale, c'était des marches blanches et pacifiques. Alors, attendez. La situation ne sera pas enlisée. Allons au-delà de ces questions partisanes entre le RDPC et le MRC pour avoir la réaction de Serge Soran sur la question de ces élections régionales. Serge Soran, il y a des préoccupations qui se posent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le cardinal Christian Tourny, pour lui, il estime que pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, il faudrait, d'un, que les militaires rentrent dans les casernes, deux, selon le texte qui a été rendu public, que les groupes séparatistes déposent des armes. C'est à cette condition préalable qu'un accord de cessez-le-feu pourrait se tenir. Et maintenant, il y a au sein du gouvernement une préparation, une activation pour les préparatifs des régionales, avec la création des chefferies traditionnelles de 3e degré dans plusieurs localités, avec la controverse qui a lieu. Faut-il aller aux élections dans ce contexte où vous-même avez dit ici tout à l'heure qu'il y a une crise majeure dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous allez me permettre de répondre à vos 3 questions. Je vous en prie. Parce que quand vous m'avez vu sourire, c'est parce que je détectais dans ces interventions, n'est-ce pas, la gravité de ce que je dénonce souvent en termes de culture politique dans notre pays. Déjà, il faut aller aux élections. Si les élections sont programmées, je vous cite des cas, les gens qu'on appelle nos pays amis là, qu'on appelle au secours. En Irak, il y a la guerre, il y a élection chaque fois que ça arrive. En Afghanistan, il y a la guerre, il y a élection. Ils ont détruit la Libye, ils y ont organisé les élections en pleine guerre. En Somalie, il y a souvent les élections. Tous ces pays sont en guerre. La guerre n'est pas un élément qui arrête la vie politique. Je suis désolé. Au contraire, ces moments peuvent être des moments justement de poser un pas. Comment y aller? Voilà la bonne question. Est-ce qu'on est obligé de faire des élections partout actuellement? On a vu dans un pays ami et frère, la RDC, les présidentielles n'étaient pas organisées partout, mais le pays fonctionne. Mais également, quand vous citez la RDC, il faut indiquer, que les Nations Unies ont demandé avec l'archidiocèse qu'il y ait des règles consensuelles d'organisation des élections. Là n'est pas le problème. Je vous ai dit que je vais répondre étape par étape pour que nos téléspectateurs comprennent et gagnent un peu en culture. Donc pour moi, élection, le contexte, sauf si la crise est généralisée et que le pays est par exemple en état d'urgence, c'est là qu'il n'y a pas d'élection. Donc il faut qu'on arrête ce débat. Les gens sont allés aux élections dans ces conditions. En 2018, il y a eu élection. Il y avait la guerre. Ils sont allés. Donc il faut qu'on nous arrête ce débat-là. Moi, UP6, je ne suis pas allié. Ça, il faut que ceux qui me connaissent le savent. Le RDPC ne peut pas nous faire des cadeaux. C'est pas possible. Moi, je considère qu'ils sont la cause de la détresse du Cameroun. Mais ça n'exclut pas que je dise qu'il faut y aller. Ça, c'est une position structurelle. Comment y aller, c'est une autre question. Je vais vous dire une autre chose. Pour moi, les chefferies traditionnelles devaient être culturelles. La monarchie est incompatible avec la République. Voilà un autre miroir aux alouettes dans lequel les colons nous ont enfoncés et les gens s'y plaisent. De quel chef parle-t-on? Des chefs qui sont élus d'un parti? Ils sont chefs de qui? Ils sont chefs d'une frange de la population ou d'une population. Moi, je peux les citer des noms ici et ils me disent s'ils sont des chefs. Ils ne sont pas des chefs. Qu'on nous arrête ça. Et il faut même qu'il y ait une réforme dans la chefferie. La monarchie est incompatible avec la République. Vous ne pouvez pas avoir devant vous des citoyens et des sujets.
Et je suis désolé, on a souvent des sujets, des gens qui vous disent qu'ils répondent à l'appel de leur collectivité par le chef. Et ils veulent avoir des débats républicains avec vous. Comment c'est possible? Cela n'est pas possible. Troisième chose, vraiment, il faut qu'on soit républicain. Jusqu'au bout. Moi, je suis patriote et républicain. Et c'est pour ça que je dis tout le temps à mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que la guerre ne fait qu'enfoncer la colonisation. Ce n'est pas une solution en Afrique. La guerre, on ne fabrique pas d'armes. Donc on va aller s'endetter pour les avoir et vendre une partie du territoire. Donc ce qu'on critique chez les autres, c'est ce qu'on risque de pratiquer. Par contre, ce n'est pas une manière de dire à ceux qui gouvernent que je leur fais un blanc-seing. Non. Parce que leur attitude, justement, va aussi nous entraîner à la guerre. Et donc, la question qui me serait posée, c'est que quelle est la solution? Mais la solution, c'est ce que l'UPC leur a toujours dit. Asseyons-nous, prenons les éléments historiques qui existent. Je dis encore ici une fois de plus que c'est l'ONU qui nous a refusé qu'on résolve le problème du Cameroun au fond. Et qu'on a maintenant l'occasion de le faire. Parce que chaque crise est une opportunité. La crise du Nord-Ouest nous donne l'occasion de mettre à plat notre système et de le résoudre au fond, sur deux éléments au moins. Lesquels? Il faut qu'on sorte des constitutions que De Gaulle nous a données. Ce sont des constitutions de la monarchie. Ou même en France, le président de la République est tout puissant. C'est De Gaulle qui a créé ce système et il a fait sa cour avec l'ENA. C'est De Gaulle qui a créé l'ENA pour se donner des fonctionnaires qui seront à son service. C'est pareil, c'est ce qu'il a dupliqué ici. C'est Edgar Faure qui a écrit « Le Cameroun allait en indépendance sans la Constitution ». En 60, là, on n'avait pas encore la Constitution, allez vérifier. Lorsque les accords que les gens citent souvent là, c'est écrit, hein, c'est pas secret. Dans le journal officiel de 59, tous les accords de coopération sont là. Et ils sont clairs. Et si vous les lisez très bien, ils ne sont pas différents du code noir. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire si le maître ne nous a pas autorisé. Voilà les choses sur lesquelles il faut qu'on revienne dans le fond. Et là, les gens vont comprendre que la culture héritée de la colonisation francophone, anglophone ne nous sert à rien. Je dis souvent en blaguant que si demain on décide de parler chinois, on va faire la sécession sur quoi? Si demain là, le Rwanda a décidé de parler anglais, si le Cameroun, je suis chef d'État et dès qu'à partir d'aujourd'hui, français et anglais, à côté, on apprend nos langues nationales, elles sont 5, il n'y en a pas 300. Parce que les gens confondent les dialectes, les parler avec les langues. Au Cameroun, il n'y a pas 300 langues. Il faut que les gens le sachent. Parce que c'est ce déficit de culture et de connaissances qui aggrave même les jeux politiques. Donc vous indiquez qu'il faut aller vers un dialogue. Alors, la question c'est comment amener le gouvernement à ce dialogue où des questions que vous avez évoquées seront posées. Et c'est là où souvent revenir sur l'histoire est bien. Le contexte des années 40-60 était plus rude que celui d'actuellement. Mais l'UPC allait, et il allait aux élections, il n'a jamais eu de siège, mais il allait. Parce qu'à la fin, ça finit de pousser l'adversaire à bout. Ne pas aller aux élections, c'est leur laisser les mains libres. Et ils seront seuls et ils vont faire ce qui leur plaît. Aucun gouvernant ne va faire des choses pour que celui qui le critique vienne prendre sa place. C'est dans la contrainte et la confrontation objective et consciente qu'on va contraindre ce gouvernement à changer. Même s'il a l'impression qu'il va gagner. Imaginons, je prends un scénario simple. Vous croyez vraiment, camarade du MRC, vous croyez vraiment que si vous étiez venu à ces élections, malgré ce code, donc c'est comme ton camarade, les choses se seraient passées comme ça? Moi, je dis non, parce que moi j'ai eu des batailles électorales ici, avec un code plus compliqué encore, et nous avons gagné. Certes, ils n'allaient pas nous laisser tout gagner, mais ça n'allait pas être comme ça. Maintenant, la situation est plus grave encore. Et qu'est-ce que ça change dans le fond, M. Soro? Ça change ceci. Permettez-moi de vous dire donc ce que ça change. Ça change déjà que vous ayez les leviers pour discuter avec plus de percutance. Parce qu'actuellement, vous ne les avez pas. Non, nous ne les avons. Non, vous ne les avez pas. Laissez-moi il a la parole. Monsieur vont réagir. Masoma, permettez-moi de vous dire ceci. Ce que le camarade Ninche fait, vous ne pouvez pas le faire. Et Ninche fait pour ses actes, il peut même aller plus loin actuellement. Est-ce que vous savez que Ninche peut déposer une plainte contre le ministre maintenant et il aura plus de poids que vous? Alors qu'il ne peut apparemment pas grand-chose. Mais ça, c'est parce qu'il est élu du peuple. Justement, et je descends par là pour dire à Honorable que arrêtons aussi de faire des confusions. Et donc nous,
vous écoutez le journal des États-Unis ces derniers temps. Même quand Barack Obama a pris la parole l'autre jour, on ne l'a pas appelé président de la République. Mais c'est leur culture. Non, c'est pas leur culture. C'est là-bas qu'on a appris. Je suis sûr que le mot honorable n'est pas en Douala. Il est en français. Oui, mais tout ce que tu dis... Non, vous créez la confusion. Tu parles Bassa. Si nous descendons en route là maintenant, Je dis, tu es en train de parler Bassa. Et on appelle Ninti honorable, il y a la confusion. Je dis, il y a la confusion. C'est comme un ancien ministre qui veut qu'on l'appelle ministre. On dit souvent, et c'est ça. Il y a un autre élément. Tous les ministres au Cameroun veulent qu'on les appelle excellence. Excellence est réservée aux ambassadeurs, aux ministres des Relations extérieures, au président de la République. Les autres ministres sont des ministres. Vous, quand vous n'êtes plus en fonction, vous êtes Madame Maryse Bell. Parce que si vous vous mettez en route là et on vous appelle honorable, quelqu'un peut vous confondre et venir vous poser un problème comme député que vous ne pouvez pas résoudre. Après vous, Serge Soron, Edmond Kambia, justement sur cette question des enjeux des élections régionales dans un contexte de crise sanitaire, donc on estime qu'il faut y aller pour être dans les institutions et faire bouger les lignes. Dans les rangs du MRC, on n'est pas d'accord avec la démarche. Pour vous, en tant qu'éditorialiste, quel est votre regard? Oui, je vais d'abord apporter ma part de contribution sur beaucoup de sujets qui ont été évoqués alors que je n'avais pas pris la parole. Je dois d'abord dire, pour calmer l'honorable Maryse Bell, qu'elle a raison de demander qu'on l'appelle honorable parce que cela fait partie des civilités. L'exemple que vous avez pris, M. Serchaud, pour lequel je suis d'accord, c'est sur excellence. Un terme qui a été galvaudé. Il y a effectivement que les ambassadeurs, le ministre des Relations extérieures et le président de la République qui peuvent être appelés excellence. Les autres ministres, même le Premier ministre ne peut pas être appelé excellence. Mais pour l'honorable, quand vous êtes ancien député, ce sont des civilités. On vous appelle toujours honorable. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça fait partie de ce qu'on appelle les civilités. Ça n'a rien à voir avec ceux qui veulent usurper une fonction. Maintenant, je vais répondre aux questions en commençant par le décrier et le regretter. 3 sorties malheureuses des autorités administratives ces derniers temps. La première sortie malheureuse était celle du ministre des Hauts-Plateaux, du préfet des Hauts-Plateaux, qui a fait une mise en garde à Sa Majesté Jean Sokudjou, en l'interpellant, en le traitant, en le sortant le qualificatif de rébellion intolérable, en disant que son comportement fait preuve de rébellion intolérable. Et je dois dire que c'est clairement un abus d'autorité, si ce n'est un abus de pouvoir. Il y a eu une deuxième sortie malheureuse dans le centre, à Yaoundé, un sous-préfet a cru devoir interdire le mariage d'un citoyen, le porte-parole du président du MRC, en disant qu'il n'a pas fait une déclaration préalable. Il est même allé plus loin dans l'incongruité en laissant penser que Bibou Nissa n'a pas fait de publication de banc. Le sous-préfet est totalement incompétent sur cette question. C'est le maire qui est compétent sur cette question. Parce que le sous-préfet a fait preuve, si ce n'est de confusion, d'ignorance totale des lois. Et de zèle. Oui, beaucoup de zèle. Parce qu'il y a une loi qui régit les mariages, les décès, les naissances, c'est l'ordonnance de 1981, qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la loi de 19 décembre 1990 sur le régime des réunions publiques et manifestations publiques. Donc il ne pouvait pas confondre la cérémonie de mariage avec une manifestation. Ça n'avait rien à voir. C'est 2 lois différentes. Donc c'est un zèle qu'il faut dénoncer. Aussi bien la mise en garde adressée à Sa Majesté Sokudjou Jean Ramon, roi de Bamenjo, que la mauvaise interprétation de la loi du sous-préfet de Yaoundé. La dernière en date, on dit qu'il n'y a jamais 203. D'ailleurs, quand il y a eu les 2 sorties malheureuses, je disais à des amis autour de moi que j'attends la 3e. Et la 3e est arrivée par le chef de ces 2 autorités-là. Le MINAC lui-même en personne. Le ministre Atan Gandhi, qui dit à partir d'aujourd'hui, dans les zones nord-ouest et du sud-ouest, il n'est plus permis, n'est-ce pas, d'acheter les armes blanches, les machettes, de fer à béton. Il faut une déclaration, il faut une autorisation. Mais c'est le haut niveau de la bêtise et de l'idiotie. Non, vous pouvez pas... Non, je le dis en tant que citoyen. Edmond Kambia. Non, je le dis en tant que citoyen. Le ministre, quand même, Paul Atangandi, indique que ce sont des armes blanches comme celles-là qui sont souvent utilisées pour commettre des attentats, pour commettre des exactions sur les populations civiles. Et pour lui, la stratégie vise à contrôler ceux qui achètent ces armes
ils peuvent avoir ces armes blanches, ils peuvent demander l'autorisation chez le sous-préfet à condition qu'ils puissent justifier de l'existence d'un champ qui les appartient, qu'ils puissent se présenter avec une CNI dans un magasin ou une boutique ou une quincaillerie pour qu'on les enregistre et qu'il y ait une traçabilité sur l'identité des usagers qui achètent à la fois les machettes et le fer à béton. Est-ce que cette initiative-là, sur ce point de vue précis, sur les arguments que présente le ministre, est-ce qu'ils ne sont pas valables au regard des armes blanches utilisées par des individus non identifiés qui commettent des attentats et qui commettent des exactions sur les populations civiles? Le ministre de l'administration territoriale est peut-être animé de bonnes intentions, mais cette solution n'est pas la meilleure, elle n'est pas la bonne du tout, parce qu'elle a des conséquences graves, plus dangereuses même que la solution qu'il veut apporter. Voyez-vous, à partir de ce moment, vous savez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, la majorité de la population est rurale. Ce sont les agriculteurs, ce sont les fermiers, des gens qui travaillent essentiellement dans les champs. Et les outils champêtres, c'est la machette, c'est la houe, c'est tout ce qui tourne autour, on pourrait dire, de ce qu'on appelle les armes blanches. Mais en réalité, on pourrait, à partir de ce moment, confondre tout citoyen, tout fermier, tout agriculteur, tout paysan qui va tranquillement dans son champ à un terroriste. L'interpeller, l'envoyer, comme on a déporté beaucoup d'entre eux qui se retrouvent à Yaoundé aujourd'hui, ils sont partis de Boya et de Bamenda, ils sont en prison depuis plusieurs années. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié des mesures du chef de l'État, mais ce serait plus grave encore parce que c'est toute personne, et j'ai dit c'est la majorité de la population cette fois-ci, des populations du nord-ouest et sud-ouest, qui iront en prison parce qu'ils détiennent chez eux la machette. Or, c'est leur outil de travail par excellence. C'est une mauvaise solution, j'insiste, à une vraie question, à un vrai problème. Je pense qu'il faut aller vers des solutions concertées qui font preuve d'intelligence avec tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques, les élites, y compris les chefs traditionnels, toutes les autorités religieuses, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire cesser la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas ces solutions cosmétiques et potentiellement dangereuses et belligènes. J'ai dit que ça va faire plus de problèmes que le problème qui existe. Le cardinal Christian Toumi, les leaders religieux de la conférence générale anglophone, ont demandé au gouvernement de reprendre les négociations avec les leaders séparatistes emprisonnés au Cameroun et ceux résidant à l'étranger, si le gouvernement a à cœur de résoudre la crise. Que pensez-vous de cette proposition, Edmond Kamgia? Mais il y a d'abord une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce qu'il faut absolument aller aux élections dans le contexte actuel, y compris les régionales? Ma réponse est non. Parce que nous avons la preuve, depuis les élections présidentielles de 2018, depuis l'élection de février, législative et municipale de 2020, que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections crédibles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les élections peuvent peut-être se dérouler dans les 8 autres régions, mais ne peuvent pas, de façon raisonnable, reconnue même par le Conseil constitutionnel, dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour des raisons sécuritaires. Toutes les populations, la majorité est partie. Quand ils ne sont pas déplacés, ils sont plus de 700 000, ils sont réfugiés au Nigeria. Les autorités administratives qui sont installées dans le nord-ouest et le sud-ouest ne vivent pas dans les régions où on les a nommés par décret. Même les élus, les récents élus des municipales ne vivent pas dans leur mairie. Ils vivent au minimum au chef-lieu de région, Boya ou Bamenda, et au mieux à Douala et à Yaoundé. Je pourrais citer des noms, je ne les cite pas, pour dire que ce n'est pas une solution pour le nord-ouest et le sud-ouest de faire des élections dans le contexte actuel. Pour nous, pour qu'il y ait des élections dans le nord et le sud-ouest, il faudrait d'abord résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en cela que je rejoins la dernière question que vous posez. Et je partage les positions du cardinal Christian Toumi, qui estime que l'un des éléments pour parvenir à un cessez-le-feu aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, l'un des éléments pour parvenir à un cessez-le-feu aujourd'hui serait absolument que les sécessionnistes baissent les armes. Mais pour les rassurer, pour qu'ils baissent les armes, il serait de bon ton que l'armée retourne dans les casernes.
Et je voudrais préciser, cela ne signifie pas que la police et la gendarmerie ne vont pas jouer leur rôle. La police doit rester sur place, la gendarmerie va jouer son rôle, mais l'armée, la force de troisième catégorie, retourne dans les casernes. Laisse le soin à la police et à la gendarmerie de faire son travail normalement. Il dit que c'est un premier élément qui peut rassurer des deux côtés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Il y a d'autres conditions. L'amnistie, c'est important. Sissi-Kou Ayoub l'a recommandé et nous partageons l'idée d'une amnistie. L'État n'a rien à perdre. Ça ne mettrait pas l'État en position de faiblesse de décréter une amnistie qui permettrait non seulement de libérer et d'effacer la peine de ceux qui sont condamnés à perpétuité aujourd'hui et qui sont des interlocuteurs de taille. C'est pour cela d'ailleurs que j'estime que l'arrêt des contacts préliminaires commencés le 2 juin dernier est une erreur grave. Il faut les poursuivre entre la délégation gouvernementale et les leaders sécessionnistes. Il faut poursuivre ces négociations-là. Y ajouter des négociations également avec les partenaires extérieurs. Je veux dire les leaders de la sécession qui sont à l'extérieur, notamment ceux de la diaspora et les commanditaires. Le cardinal Christian Toumoui avait envisagé un travail avec ces gens-là parce qu'il n'avait pas pu organiser sa conférence générale anglophone. Mais il n'est pas tard. Il est important de poursuivre ces contacts-là. C'est cela qui nous permettra de parvenir au cessez-le-feu qui est recommandé, y compris par l'ONU, dans le cadre d'une période précise, la pause humanitaire durable de 90 jours. Et bientôt, quand le mois de septembre et d'octobre, ces mois-là vont arriver, ce sera la fin des 90 jours. Et si on n'a pas atteint le cessez-le-feu, il faut que l'on s'attende à certaines conséquences. Certains officiers de l'armée malienne ont choisi de prendre la responsabilité après 3 mois de mouvement et de contestation du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont procédé au renversement du régime Ibeka au Mali et comptent bien évidemment transférer le pouvoir aux civils. Sur cette question africaine, au cours de laquelle des opposants maliens ont indiqué qu'il y a un printemps des peuples ouest-africains qui est en marche contre des leaders, des dirigeants africains qui se sont érigés, qui ont érigé la malgouvernance en règle dans leur pays. Avec vous, Serge Soro, quelle leçon tirez-vous de ce coup d'État survenu au Mali et l'attitude de la junte militaire au pouvoir et la réaction des opposants qui saluent cette initiative faite par certains officiers de l'armée malienne? Disons que le Mali est à son 4e coup d'État. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous mettez en place un système monarchique masqué en république, dans lequel les peuples ont l'impression que la seule façon d'accéder au pouvoir, c'est la cooptation, le trafic d'influence, eh bien, vous vous exposez à des coups d'État militaires qui ne sont pas une solution. Moi, je n'approuverai jamais la prise de pouvoir par les militaires, ce n'est pas leur travail. Si les militaires maliens sont si forts, ils n'avaient qu'à empêcher aux terroristes d'envahir une partie du pays. Mais malheureusement, justement, ça pose les 3 questions fondamentales que je soulève souvent quand il s'agit des pays africains dans leur gestion des indépendants de façade. La question de la gouvernance, la question de la défense, la question des énergies. Sur la gouvernance, est-ce que les dirigeants africains des pays francophones ont la capacité d'impulser des politiques pour améliorer le quotidien de vie de leur population, ou alors il faut qu'on les dédouane en disant qu'ils sont en train de servir d'autres intérêts avec des puissances extérieures? On ne les dédouane pas. Justement, on les accuse de servir les intérêts extérieurs au lieu de servir leurs intérêts. Pourquoi? Mais parce que c'est des gens qui n'ont jamais pris conscience de la hauteur de l'opportunité qui leur était offerte, même comme servants des autres. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Vous savez où sont tous les anciens chefs d'État sénégalais? Ils sont en France. Senghor a été enterré en France. Diouf est agent de la France. Et l'autre qui était très opposant et qu'on applaudissait, Ouad, il est en France. Il est retourné au Sénégal. Vous voyez, il venait pour que son fils devienne président. Vous voyez ceux qui veulent gouverner l'Afrique. Et ils construisent leur héritage en France. Parce qu'ils n'ont pas, et je le dis,
Historiquement, c'est un fait. C'est pour ça que la célébration du 27 août serait importante pour la renaissance de la conscience africaine. Voici des gens qui n'ont pas pris conscience que notre seule richesse, c'est l'Afrique. Et qu'il faut se sacrifier. Ces gens sont, je le dis, peut-être ça ne se comprend pas. Pour eux, le présent est éternel. Ils ont oublié qu'ils étaient des saints mortels et qu'il fallait peut-être mourir en héros pour entrer dans l'histoire que de vivre éternellement en laquais. Voilà le vrai problème de notre gouvernance. Tout à l'heure, on nous parlait de la pharmacopée et l'honorable a évoqué cet entier qui se battait pour les plantes. Mais attendez, qu'est-ce qui empêche au gouvernement camerounais là, qui a Monseigneur Cléda et un autre monsieur du Sud là qui a fait Ngolbetara? Nous avons des laboratoires sinon. Pourquoi on n'amène pas ces produits pour les breveter? Déjà pour trouver les principes actifs et les breveter, on peut en faire des comprimés. Moi, je fabrique des comprimés, je fabrique des gélules, je ne suis pourtant pas scientifique. Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Donc tu peux soigner le MRC. Le MRC n'est pas malade. Il faut plutôt soigner le RDPC. Moi, je m'adresse aux citoyens camerounais. Je m'adresse aux citoyens camerounais qui sont souvent modélés par ces errances de gouvernance et finissent par perdre la lecture exacte de la situation. Et c'est ça qui est notre grand problème, tant qu'on n'a pas encore conquis cette conscience. L'autre chose, les enjeux de la sécurité. Vraiment, permettez-moi de sortir par là, parce que cette situation va plomber notre développement. Ce qui se passe au Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est vrai, il faut qu'on reconstruise la paix. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de stratégie ni d'approche. Quand une rébellion prend les armes, lorsque les négociations commencent, elle s'engage la première de bonne foi à décréter ne serait-ce que s'ils ne font pas une trêve, vous n'allez pas demander à un gouvernement, quand des gens ont pris les armes, de faire rentrer l'armée à la caserne. J'apprécie beaucoup. Je suis même avec mon seigneur Christian Toumi, d'éminence, mais il ne faut pas qu'on se trompe de stratégie, parce que cette affaire n'est pas si facile que les gens pensent. Au Mali, vous croyez vraiment que l'armée française est là? C'est même elle qui équipe l'armée malienne. Vous croyez que ces officiers ont fait un coup d'État sans que la France ne soit au courant face à l'impasse qui était là? Mais la France a condamné ce coup d'État militaire, demandant le retour de l'ordre constitutionnel. Et il y a une mission, dans la Maryse Belle, honorable, il y a une mission africaine, ouest-africaine, qui séjourne au Mali, conduite par l'ancien président Goodluck Jonathan. Et après la rencontre avec les leaders de ce putsch militaire, il a indiqué que la priorité, c'est l'intérêt des Maliens et que les discussions sont positives. Il y a une rencontre aussi avec l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, placé en détention dans un lieu encore tenu secret. Comment appréciez-vous cette évolution de la situation politique dans ce pays et quelles leçons faut-il en tirer, selon vous? D'abord, je vais dire à M. Kamgiak, j'ai senti sa colère tout à l'heure quand il a pris la parole. Et du coup, il a certainement outrepassé sa pensée. Mais ça serait bien qu'il présente quand même ses excuses à Monsieur le ministre Atanganji. Vous l'avez rappelé à l'ordre, mais il ne s'est pas beaucoup arrêté là-dessus. Parce que ce qu'il faut souvent éviter, c'est les attaques à la personne. On peut avoir un point de vue, une opinion, et la marteler de manière puissante, mais sans attaquer les personnes. Et là, je pense que, mon cher ami, vous avez quand même un peu... Vous y allez fort. Vous y êtes allé fort. Vous y êtes allé fort. C'était pas très correct de votre part. Maintenant, concernant la conscience africaine, la reconstruction de la conscience africaine, pour ça, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le docteur Sow sur tout le diagnostic qu'il fait de ce que nous sommes devenus et de ce qui fait notre faiblesse dans nos tentatives à devenir des nations modernes. Je suis d'accord avec vous. Sauf que nous y sommes. Et il faut faire. C'est-à-dire que les Ahidjo, face à Oumniobé, à un moment donné, Oumniobé a dit non, c'est pas possible, je ne peux pas admettre que quelqu'un d'autre vienne me dicter la loi chez moi. Et Ahidjo, lui, ayant évalué un peu ce qu'il avait devant lui, il a dit non, bêta, on compose. Et il a composé. Et c'est l'essentiel de ce qui s'est passé dans tous nos pays africains, sauf peut-être l'Algérie, qui a eu le soutien de... La Guinée même est tombée dans un trou plus noir que le nôtre. Oui, mais l'Algérie s'en est un peu sortie grâce à l'Union soviétique et à Cuba,
ils ont pu mener leur guérilla jusqu'à un niveau de succès. Bon, maintenant, nous sommes en train de bâtir un pays. Mais 60 ans après les indépendances officielles, qu'il y ait encore des coups d'État, des mouvements pendant des mois, des populations qui se plaignent de ce qu'elles n'ont pas d'emploi, qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'écoles, il n'y a pas d'eau dans leur pays. Pourtant, il y a des présidents qui ont été élus à l'écrasante majorité avec des programmes électoraux présentés. Mais c'est tout ça qui doit vous montrer que quand on a été marqué au fer rouge comme ça, redevenir vierge, c'est pas une opération simple. C'est pas une opération simple. Et il ne faut pas penser que le colon dort. Le colon ne dort pas puisque il lui faut nos sous-sols, il lui faut nos richesses. Donc, il continue à multiplier des tentatives pour nous contenir et continuer à nous gérer. Et la responsabilité des dirigeants africains qui disent être élus pour respecter la volonté du peuple. Mais nous avons été marqués comme ça. Regarde, quand le MRC veut agir, il s'appuie sur qui? Il dit oui, monsieur Macron. Attends, à quelle heure? Donc, nous sommes tous marqués et ce travail auquel il nous ramène souvent quand il prend la parole, est un exercice extrêmement important et qui doit certainement démarrer au niveau de l'éducation de base pour formater les nouveaux citoyens africains. Autrement, nous tous là, nous tous où nous sommes là, nous sommes, bon, et ça se voit. Regardez votre belle cravate. Elle a quoi à voir avec le pays Bamoun? Quand vous arrivez à Fumban, en dehors du palais, qu'est-ce qui vous dit que vous êtes dans une ville historique? On a été, j'allais dire, on a subi le lavage de cerveau. Épistémicide. Voilà, et ça va nous prendre du temps, mais je suis d'accord avec vous, à un moment donné, il faut qu'on s'y mette et qu'on croit en nous-mêmes et en notre capacité à renverser la vapeur. Maintenant, à votre question, les pays comme le Mali, c'est des pays compliqués. Hein. C'est-à-dire que nous-mêmes là, nous sommes seulement au paradis. Par rapport aux pays comme le Mali, là-bas c'est compliqué. C'est un pays pauvre, pas de son sous-sol, évidemment. Mais c'est un pays pauvre qui n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. C'est un pays marqué par la lutte ethnique. C'est un pays où la France a quand même mis ses yeux et ses dents et ses crocs. Donc c'est compliqué pour eux. On ne fait pas 4 coups d'État pour le plaisir de faire les coups d'État. Mais comme il a dit, si cette armée est donc si forte que ça, si cette armée défend les intérêts des populations, pourquoi elle n'arrive pas à botter hors de son territoire les agresseurs? Donc, nous sommes à la même, c'est juste une question de gravité. Je pense que nous sommes logés à la même enseigne et qu'il va nous falloir trouver les bonnes solutions pour adresser ces problèmes-là. Mais ce n'est pas facile pour le Mali. J'espère simplement que la commission qui s'est déplacée pour aller... Ouattara est aussi dedans, non? C'est le président... c'est le président Goodluck Jonathan, l'ancien président. Ils vont se retrouver autour d'une table et il faut qu'ils aident le peuple malien à revenir rapidement à la norme républicaine. Christian Massouma, moi je souhaite qu'on ait interrogé la responsabilité des dirigeants africains dans les questions de malgouvernance qui amènent à cette mobilisation des peuples dans les rues et à ces coups d'État qui plongent ces pays dans une incertitude, dans un chaos. Quand vous suivez l'un des opposants maliens réunis au sein du mouvement M5 RFP indiquer qu'il y a un printemps des peuples ouest-africains contre les dirigeants qui sont engagés dans la malgouvernance, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez face à ces derniers événements survenus au Mali? Non, je voudrais d'abord dire que, contrairement au RDPC, au gouvernement qui pense que effectivement la gouvernance c'est pour les dirigeants, nous pensons au MRC que la gouvernance c'est pour le peuple. Et c'est pour ça que je peux comprendre un certain nombre d'événements qui sont déroulés récemment au Mali. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, pour revenir à la parenthèse tout à l'heure qu'elle a ouverte, vous voyez comment ils renvoient la responsabilité aux colons. Mais il y a des présidents en Afrique, il y a des dirigeants en Afrique qui travaillent au service du développement de leur peuple et de leur pays. On cite un exemple de plus en plus le Rwanda. Je ne pense pas que M. Kagame soit pas un affidé particulier des États-Unis, de la France, autre chose, mais on voit des résultats palpables en matière de gouvernance. Moi, j'ai souvent vu, lorsqu'il fait les états généraux de gouvernance, il le fait très souvent, il le dit de manière claire et nette, l'argent du Rwanda, ce n'est pas votre argent et vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous le souhaitez chaque fois, au détriment des populations que vous devez servir. C'est le président de la République qui parle à ses ministres, à ses gouverneurs.
Donc il faut que Et le président Paul Biya ne le dit pas. Il faut que nous comprenions, on ne voit pas beaucoup d'effets malheureusement, Madame Douala. Mais Il faut que nous comprenions ceci. Nous sommes contre toute forme de dévolution de pouvoir de manière insurrectionnelle. C'est-à-dire nous ne pouvons pas cautionner les coups d'État. Nous voulons changer l'avenir dans la paix. Et nous martelons chaque fois, contrairement à ce que l'honorable Bell a dit, que nous sommes d'abord républicains par essence. Et je ne pense même pas, au-delà de même républicains, nous sommes des patriotes. Mais nous comprenons la colère de ce peuple. Nous comprenons des personnes qui voient un clic de personnes confisquer l'essentiel du patrimoine, l'essentiel des richesses, et se les partager entre fils, frères, amis, au détriment des besoins les plus élémentaires des populations. J'adhère. Et ce n'est pas acceptable. J'adhère. Malheureusement, vous adhérez, mais il faut le dire à vos camarades du RDPCC, ils adhèrent aussi. Ils ont confisqué l'essentiel des ressources du pays en pensant que ce sont leurs ressources personnelles. Donc nous sommes en train de dire que ce qui se passe au Mali est une tragédie, mais c'est une tragédie en matière de gouvernance. Et il faut d'abord interpeller les dirigeants avant d'interpeller les militaires. Certes, le Mali a cette tradition. Parce que lorsque, dans les années 90, Moussa Traoré a préféré réprimer son peuple, au lieu d'accepter la conférence nationale souveraine, Amadou Touré a fini par se retourner contre lui pour lui dire que monsieur le président, nous ne pouvons pas continuer à tuer les Maliens. Donc, il y a et lui, il a fait quoi? On a vu la même chose au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Donc, il y a des personnes qui pensent quand même au sein de nos corps de défense comme les armées africaines, qu'on ne peut pas sacrifier le peuple au détriment d'un seul individu, fut-il le président de la République et tout ça. Ce n'est pas pour apporter notre caution au coup d'État militaire, mais je pense que si il avait essayé de mettre une passerelle lorsque la contestation a pris cette ampleur, et qu'il a même eu affaire à la négociation de la CEDEAO, parce qu'il y a eu des missions, les missions ne sont pas arrivées simplement après le coup d'État. On a essayé de rapprocher les positions, mais il s'est accouté dans son pouvoir parce qu'il ne voulait pas céder, ne serait-ce qu'une parcelle de ce qui était décrié par les manifestants maliens. Donc il faudrait que les dirigeants comprennent que quand vous gouvernez, vous devez gouverner au service de vos populations. Vous ne devez pas gouverner au service de vos intérêts et des intérêts de l'ensemble de vos affidés. Et malheureusement, les Maliens n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de riposte au Covid-19, ils n'ont rien et ils le crient haut et fort. Et on veut plutôt réprimer l'ensemble de cette contestation. Ça aboutit à la solution que nous connaissons, que nous ne partageons pas, mais quand on décrit les coups d'État militaires, il faut décrier toutes les formes de coups d'État. Il faut décrier les coups d'État constitutionnels, il faut décrier les coups d'État électoraux, et il faut décrier l'ensemble des méthodes de confiscation du pouvoir par une clique. Et c'est ça qui pose le problème et qui fait en sorte qu'il y a une fissure entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés être gouvernés. Après vous, Edmond Kamga, sur l'avenir du Mali et sa tradition des coups d'État, l'on voit encore qu'il y a un président qui venait à peine d'être réélu avec une écrasante majorité et un soulèvement des populations qui a duré près de 2 mois, 3 mois pour revendiquer, dénoncer la gouvernance qui était celle d'Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles leçons tirer sous le prisme du Cameroun et des autres pays africains francophones? D'abord, il faut dire que ce qui s'est passé au Mali est la conséquence directe d'élections législatives frauduleuses, mal organisées. C'est le résultat d'un hold-up électoral que tout le monde a vu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a essayé de rectifier, mais il était trop tard. Il dit que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que, M. Massouma l'a dit tout à l'heure, les problèmes de gouvernance sont énormes. Au quotidien, dans la vie sociale et économique des Maliens, ça ne va pas du tout. La situation s'est empirée négativement dans leur vivre ensemble, dans leur vécu quotidien. Et Ibrahim Boubacar Keïta, quand il a pris le pouvoir, il a donné l'impression qu'il venait comme un leader charismatique, comme celui qui a apporté la solution après une série de coups d'État avant lui. Mais malheureusement, sa forme de gouvernement qui s'est avérée dictatoriale, selon le mouvement, le M5, le mouvement de rassemblement pour la patriotique, ceux qui, à l'opposition comme à la société civile, se sont réunis depuis le 5 juin jusqu'au renversement jusqu'au renversement de son régime. Cela amène à réfléchir de manière globale sur la gouvernance de certains dirigeants africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, mais principalement d'Afrique centrale.
la gouvernance est mauvaise. Quand la gouvernance est mauvaise et en plus dictatoriale, ça révolte les peuples. Parce que seul le peuple, il faut le dire, dans toutes les républiques, seul le peuple est souverain. Et la plupart de nos constitutions le disent. Le pouvoir appartient au peuple. Il délègue tout simplement son pouvoir au président de la République et aux mandataires élus du Parlement, que sont les sénateurs et les députés, qui parlent en leur nom. Mais à partir du moment où ils ne se retrouvent plus en ces mandataires, en ceux qui sont censés parler en leur nom, grâce à son pouvoir, ils se révoltent nécessairement. Et c'est pour cela qu'on a vu les Maliens se retrouver dans la rue pendant plusieurs mois. Et à la fin, les militaires se sont joints à cette bataille-là parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils ne rentraient pas dans la danse, le risque était grand qu'il y ait des crimes, des massacres. En réalité, quand j'observe ce qui s'est passé au Mali, les militaires ont refusé d'obéir à une décision qui pouvait faire mal à leur propre conscience. Ils ont voulu empêcher le massacre, les crimes, que leur président en arrive à leur dire tirer sur la foule. Ils ont préféré renverser le président et ils en appellent dans les délais raisonnables, disent-ils, organiser des élections générales et ils permettent une transition politique civile. Ce que je voudrais dire, pour ramener la question en Afrique centrale, c'est sur la question des hold-up électoraux. C'est le hold-up électoral des législatives qui a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en Afrique centrale, les hold-up électoraux ne sont pas seulement législatifs, ils sont présidentiels, ils sont régulièrement, ils se découvrent régulièrement lors des élections présidentielles. On a eu un hold-up électoral en 92 au Cameroun. Le plus récent, c'est le hold-up électoral d'octobre 2018. Où est-ce qu'on en est? Et c'est ça qui peut amener le peuple dans la rue. J'ai dit, ce sont les hold-up électoraux. En fait, si je veux caricaturer, c'est un coup d'État électoral qui peut amener le peuple dans la rue. Comme celui de Nietzsche quand il a raflé les élections dans le SDF là. C'était un hold-up. Non, moi je ne parle pas au nom de Nietzsche. Non, mais parlons de tous les... Je ne parle pas au nom de Nietzsche. Si on parle... J'ai dit, les hold-up électoraux sont susceptibles d'amener le peuple seul souverain dans la rue et si ils ont à côté d'eux des militaires, une armée républicaine, mais également citoyenne qui écoute son peuple, ce qui est arrivé au Mali pourrait arriver en Afrique centrale, au Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique centrale. Il faut le préciser, en 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré le chef de l'État, Paul Biya, président de la République. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kanga, honorable Marlise Dolabel, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Christian Massoma et Serge Soron, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.